La séance est ouverte. La conférence des présidents a adopté ce matin de nouvelles consignes sanitaires à l'unanimité. En conséquence, je vous invite à respecter les règles de distanciation en laissant au moins une place libre entre chacun d'entre vous. Par ailleurs, le port du masque est désormais obligatoire en permanence, y compris lors des interventions des orateurs. En votre nom à tous, je tiens à adresser les plus vives félicitations de l'Assemblée nationale à Madame Emmanuelle Charpentier, co-lauréate du prix Nobel de chimie 2020. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Boris Vallaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, actuellement, 200 vaccins sont développés dans le monde sur la Covid-19. 42 font l'objet d'essais cliniques, une dizaine de tests à large échelle. L'actualité américaine, c'est évidemment l'élection présidentielle, mais c'est aussi cette course aux vaccins qui laisse espérer au mois de décembre que 2 d'entre eux soient disponibles, permettant de vacciner l'ensemble de la population américaine d'ici le mois d'avril. Vous le savez, dans un contexte de mise sur le marché accéléré et simplifié, la confiance et la transparence sont particulièrement nécessaires parce que les risques de conflit d'intérêts ou la pression sur les agences du médicament sont très fortes. Et si la FDA a rendu public ses lignes directrices, c'est-à-dire les conditions de mise sur le marché d'un vaccin, ce n'est pas le cas de l'Agence européenne du médicament. Et je voudrais savoir si le gouvernement a connaissance des conditions sur lesquelles de ces lignes directrices européennes. De la même manière, la Commission européenne n'a pas rendu public les contrats qui la lient au laboratoire sur le développement et la fourniture de vaccins. Et ça pourrait évidemment être intéressant de savoir, dans un contexte de ressources rares, comment seront traités tel et tel pays, et en particulier le nôtre. Je voudrais savoir si le gouvernement a connaissance de ces contrats avec l'industrie pharmaceutique et s'il peut les rendre publics. De la même manière, la question des modalités de distribution des vaccins est posée dans l'urgence. Le gouvernement britannique a déjà rendu public les modalités de sa distribution. L'armée et le National Health Service seront mobilisés. Il a déjà indiqué que 30 millions de Britanniques, c'est-à-dire la moitié de sa population, auraient accès au vaccin, ce qui l'amènera à cibler d'abord les plus de 65 ans, les plus vulnérables et évidemment les personnels de santé. Qu'en est-il de la France? Avez-vous établi votre stratégie vaccinale? Êtes-vous déjà engagé dans la préparation de la distribution de ces vaccins? Monsieur le Premier ministre, nous ne savons rien ou pas grand-chose. Est-ce qu'après le fiasco des masques, après les retards des tests, vous nous préparez la débâcle des vaccins? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Boris Vallaud, ce qui est sûr, c'est qu'en l'occurrence, vous n'êtes jamais en retard sur une polémique. Et je vous en félicite, c'est tout à votre honneur. Et je pense que c'est à l'honneur de la confiance nécessaire dans notre pays à l'heure où nous faisons face à une vague épidémique qui mobilise les soignants et l'ensemble des Français. Chapeau, chapeau pour la pertinence avec laquelle vous avez terminé votre question. Je le dis en sincérité, monsieur Vallaud. On n'est jamais déçu. Monsieur le député, lorsque un vaccin... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez le ministre répondre à la question de monsieur Vallaud. S'il vous plaît. Allez-y, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs les députés, la question de monsieur Vallaud est importante puisqu'elle porte sur les vaccins contre le coronavirus. S'il vous plaît. Je vais me permettre d'y répondre. D'abord, vous dire que le principe d'un vaccin, comme pour tous les vaccins, c'est qu'il doit être à la fois efficace et sûr. Nous proposerons un vaccin aux Français lorsqu'un vaccin aura démontré qu'il est efficace et sûr. Nous avons commencé avec 4 pays, à l'initiative de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et des Pays-Bas, à contractualiser un pré-contrat avec un laboratoire anglais pour une première commande de vaccins qui pourrait être disponible dans les prochains mois. Nous avons immédiatement passé le relais à la Commission européenne qui a chargé un comité indépendant avec des experts qui viennent de différents pays et qui ne sont pas partie prise avec les pays des laboratoires en question et qui contractualise des précommandes massives pour pouvoir couvrir la population européenne.
Nous avons ajouté à la demande du président de la République une clause qui s'assure qu'il y a le bien public mondial qui soit pris en compte pour pouvoir demain en faire bénéficier les pays les plus pauvres. Monsieur le député, une partie de votre question porte sur le secret de la recherche et du développement en matière de politique vaccinale. Il y a des éléments que je n'ai pas encore en connaissance puisque, par définition, lorsqu'il y a des projets de recherche industrielle, les données auxquelles nous avons accès sont les données qui seront publiées pour nous permettre d'acheter en sécurité et en confiance ces vaccins, notamment la recherche publique développée dans le cadre d'AstraZeneca par l'université publique d'Oxford. Vous dire également que pour les indications populationnelles, la Haute Autorité de Santé est évidemment totalement mobilisée pour déterminer les conditions de cette vaccination qui sera fonction de la nature et de l'efficacité du vaccin, évidemment. Rassurez-vous, tout est en préparation. La parole est à monsieur Antoine Savigna. Monsieur le Premier ministre, Dominique, 45 ans, Philippe, 30 ans, ont, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions au sein de l'antenne PJ de Cergy-Pontoise, été victimes d'une ignoble attaque d'une violence inouïe. En cet instant, nous devons avoir une pensée pour eux, dont l'un lutte encore pour la vie et dont le second a vu la sienne bouleversée à jamais, mais aussi à leurs collègues de Champigny-sur-Marne, attaqués ce week-end de manière intolérable et particulièrement violente, ainsi qu'à toutes celles et ceux exposés quotidiennement dans l'exercice de leurs fonctions. Je voudrais qu'ici on leur rende hommage pour leur courage, leur sang-froid et leur professionnalisme. Jusqu'à quand allons-nous rester impuissants devant ces attaques ignobles? Nous ne pouvons plus nous contenter de déclarations d'hommage, de soutien et d'autres formes de compassion. Nous nous devons collectivement d'apporter des réponses à ces situations intolérables et de plus en plus fréquentes. Monsieur le Premier ministre, vous êtes en fonction depuis 100 jours et en matière de sécurité, on attend toujours des actes forts. Vous ne pouvez plus seulement commenter cette escalade de la violence, mais pointer le problème et proposer des solutions. S'il s'agit d'un problème de moyens, pourquoi ne pas utiliser une partie de l'argent de la relance pour augmenter davantage les effectifs de police et leur protection? S'il s'agit d'un problème de cadre légal et de riposte policière, pourquoi ne pas envisager d'autoriser les forces de l'ordre à répliquer dans un cadre moins anxiogène pour eux? S'il s'agit d'un problème de réponse pénale, pourquoi refusez-vous de faire preuve de fermeté en instaurant des peines minimales en cas d'atteinte aux policiers et en musclant ainsi l'arsenal pénal? S'il s'agit d'un problème socio-éducatif, pourquoi ne pas lancer un grand chantier pour inculquer aux jeunes générations le respect des forces de l'ordre? Mais de grâce, monsieur le Premier ministre, ne restons pas là à nous lamenter et à déplorer. Agissons de concert pour rétablir l'ordre républicain. Quand la République est attaquée, la République doit triompher. Alors, monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Que comptez-vous faire? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Savigna, permettez-moi évidemment de m'associer à l'hommage que vous rendez aux forces de l'ordre et singulièrement aux 2 policiers qui très sauvagement ont été attaqués et qui, selon toute vraisemblance, les actes qui ont été commis contre eux étaient pour leur causer la mort. Je me suis rendu dans votre département, vous avez eu la gentillesse d'ailleurs de me signaler effectivement la solidarité en tant que parlementaire du Val-d'Oise. C'est le cas bien sûr de tous les parlementaires du Val-d'Oise ici, je le sais. Et j'ai été saluer l'un des 2 policiers qui pouvait être visible dès l'hôpital et dit à l'ensemble du commissariat et à l'ensemble de la police judiciaire du Val-d'Oise à quel point en effet cet acte nous révulsait. L'enquête est en cours, monsieur le député, mais vous aurez constaté que, puisque la presse en a fait état, je l'ai dit devant le garde des Sceaux, que cette personne qui a été arrêtée et, après de longues heures en garde à vue, écrouée, présentée devant un magistrat instructeur. D'autres actes du travail sous l'autorité du procureur de la République sont en ce moment même, ou dans les heures qui viennent, en train d'être faits. Je ne me permettrai pas de commenter, mais évidemment, aucun acte restera impuni. Sur le fond de votre question, monsieur le député, faut-il des moyens? La réponse est oui. Votez le PLF présenté par Bruno Le Maire et Olivier Dussopt, 40% d'augmentation des crédits du ministère de l'Intérieur. Votez, monsieur le député, le projet de loi de finances. Pour la première fois en 3 ans, c'est bien cette majorité qui crée 10 000 postes de policiers et de gendarmes. Votez, monsieur le député, le plan de relance
puisqu'un quart des véhicules seront changés. Lorsqu'il y était encore quelques années, c'était un véhicule tous les 8 ans qui s'était changé. Votez, monsieur le député, les amendements au PLF que vous n'avez pas votés, qui permettent de faire plus de 3000 opérations avant le 31 décembre dans les commissariats. En toute chose, évitons les polémiques et votons, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Avant de lui donner la parole, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Madame Muriel Roch-Étienne, devenue députée de la première circonscription du Tarn le 8 octobre dernier en remplacement de monsieur Philippe Folliot. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Mes chers collègues, c'est avec une émotion certaine que je prends la parole pour la première fois dans cet hémicycle. Ma question s'adresse au ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, depuis maintenant plusieurs semaines, notre pays se prépare à affronter ce que beaucoup appellent déjà la deuxième vague de l'épidémie de la Covid-19. En effet, durant l'été, le gouvernement a amplifié la capacité de notre pays en tests et a fortement encouragé, voire selon les territoires, généralisé le port du masque en intérieur comme en extérieur. De plus, une stratégie de concertation avec les élus locaux a été mise en œuvre afin de prendre les décisions au plus près du terrain, sous l'impulsion du couple maire-préfet. Si certaines difficultés ont pu parfois apparaître, nous savons que le gouvernement et l'ensemble des services de l'État sont mobilisés pour lutter contre le virus et protéger nos concitoyens. J'ai pu m'en rendre compte dans le Tarn et je souhaiterais notamment remercier les services de la préfecture, mais aussi l'ensemble des élus locaux pour leur action. Mais aujourd'hui, malgré tous les efforts des Françaises et des Français qu'il nous faut saluer, la situation se dégrade. Pour faire face, un suivi actif de l'épidémie est quotidiennement effectué sur l'ensemble du territoire et des mesures de restriction concertées et adaptées sont prises localement. Le plan renforcé a été déclenché depuis septembre dans les hôpitaux d'un certain nombre de départements les plus touchés par la reprise épidémique. Nos médecins et soignants sont pleinement mobilisés et nous devons solennellement rendre hommage à leur engagement. Dans ce cadre, suite au Conseil de défense tenu ce matin et à la veille de la prise de parole du Président de la République, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous faire un point sur la situation sanitaire et nous dire comment notre stratégie pourrait évoluer? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Roch-Étienne, tout d'abord, bienvenue au Parlement. Je vous remercie pour votre question qui permet de faire effectivement un point rapide sur l'évolution épidémique dans notre pays. D'abord, vous dire que, hélas, l'épidémie continue son ascension. Elle touchait, vous vous souvenez, vers la fin de l'été, essentiellement les populations jeunes, avec un impact sanitaire qui était faible. Et puis, les populations jeunes, le virus est passé aux populations moins jeunes, et notamment les populations vulnérables, âgées, fragiles, avec ce qu'on appelle des comorbidités, et l'impact sanitaire a commencé. Ce que nous voyons et ce que nous disent les soignants dans les hôpitaux, c'est que cette vague hospitalière qui a commencé inquiète, fragilise notre édifice sanitaire et qu'il nous faut prendre des mesures partout où c'est nécessaire pour faire face à cette épidémie redoutable. Madame la députée, ce n'est pas un cas franco-français. L'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas font face à une épidémie forte. L'Italie et l'Allemagne ont observé depuis maintenant plus d'une semaine, ainsi que les pays d'Europe de l'Est, une ascension épidémique assez importante, qui oblige chacun des pays à prendre des mesures, avec une stratégie d'ailleurs qui est calquée, en tout cas qui est parallèle à notre stratégie. Je le rappelle, tester, tracer, protéger les populations vulnérables, appliquer les gestes barrières, aérer son domicile et les pièces dans lesquelles on se trouve, et puis partout où c'est nécessaire, des mesures de freinage, adapter la situation épidémique propre à chaque territoire. Vous l'avez dit, Madame la députée, consulter avec les élus et les représentants de l'État dans les territoires, de manière à freiner la diffusion du virus. Je crois que les Français ont pleinement pris conscience de la gravité de la situation épidémique, qu'ils sont parfaitement mobilisés pour faire face aux côtés de l'État à ce virus qui a causé des dégâts considérables dans notre pays et que nous devons arrêter au plus vite afin d'éviter que ces dégâts hospitaliers notamment ne deviennent trop importants. C'est l'objet des décisions qui sont prises par le Premier ministre et le Président de la République en Conseil de défense et sur lesquelles le Président de la République aura à se prononcer demain soir, vous l'avez dit. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à monsieur Olivier Falorni. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Transition écologique, vous nous avez manqué la semaine dernière lors du débat parlementaire
sur le projet de loi réintroduisant les néonicotinoïdes, ce véritable poison pour l'environnement. En effet, j'aurais tant aimé entendre à nouveau la secrétaire d'État à la biodiversité de l'époque qui, ici même, en 2016, nous disait avec justesse, je vous cite, « Quoi qu'il arrive en 2020, c'est fini pour tous les néonicotinoïdes. On sait très bien que des dérogations, c'est la porte ouverte à ce qui ne soit jamais interdit. » Nous sommes en 2020 et la boîte de Pandore est à nouveau ouverte. Idem pour le glyphosate, classé cancérogène probable par l'OMS, autre poison dont le président de la République, le 27 novembre 2017, promettait qu'il serait interdit au moins dans 3 ans. Sauf que dans 3 ans, c'est maintenant. Et aussi, le reniement, le renoncement, c'est maintenant. Et que dire des engagements pris par le chef de l'État devant la Convention citoyenne pour le climat en juin? Aujourd'hui, les propositions de cette convention tombent comme à gravelotte. Alors, Madame la ministre, je sais combien il est difficile de résister face au lobby. Mais quand on fait des promesses, on doit tenir bon pour les tenir. Vous savez, André Gide disait « La promesse de la chenille n'engage pas le papillon ». Alors je vous invite, si j'ose dire, à être en même temps la chenille et le papillon. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Falorni, est-ce que, Monsieur le député, un jour, vous pourrez arrêter d'opposer agriculture à environnement? Cela ne fait aucun sens. Cessez d'opposer l'agriculture à l'environnement. Cessez d'opposer les uns avec les autres. Acceptez qu'on travaille de concert, la ministre de l'écologie et moi-même. Vous savez, Monsieur Falorni, un agriculteur, ça vit de la terre, ça chérit le sol, ça vit de l'environnement, ça chérit l'environnement. Les agriculteurs, Monsieur le député, ils étaient écologistes avant même que vous ne deveniez écologiste. Elle est là, la réalité. Alors arrêtez de les opposer. Cela ne fait aucun sens. Et Monsieur le député, s'agissant du glyphosate, la position, elle est claire. La transition, elle est là. Au moment où je vous parle, c'est 1/3 des agriculteurs qui ont déjà arrêté le glyphosate. La semaine dernière, avec la ministre de l'écologie, on a pris les éléments de l'ANSES qui montrent à quel point aujourd'hui la transition, elle se fait et elle est là. Et l'engagement du président de la République, Monsieur le député, il est très clair. Il y aura un arrêt du glyphosate dès lors qu'il n'y a pas d'alternative crédible pour le faire. Elle est là, la position pragmatique. Elle est là, l'écologie de terrain, l'écologie des territoires, l'écologie réelle et pas l'écologie de l'incantation. Mais ça ne vous plaît pas. Or, c'est ça, la réalité. Et puis, vous savez, Monsieur Falorni, vous adorez les citations, vous adorez les idées. Moi, je vais vous soumettre une question ô combien difficile. Il y a toute une génération d'agriculteurs, Monsieur le député, toute une génération qui ont été accompagnés et élevés dans ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Et dites-le à vos administrés que grâce aux agriculteurs aujourd'hui, on capte le carbone dans le sol, on empêche les effets des gaz à effet de serre. Et ça, Monsieur le député, ça nécessite des désherbants. Le jour où on aura trouvé une solution pour empêcher la collision d'objectifs écologiques, on aura fait une grande avancée et c'est ce qu'on fait en ce moment. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Dimitri Houbron. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Justice. Monsieur le ministre, comme vous l'avez déjà souligné, nos concitoyens ont aujourd'hui peur et manquent de confiance dans la capacité de notre institution judiciaire à apporter une réponse adaptée à la situation telle qu'ils la vivent ou la perçoivent. Trop lente, peu efficace, laxiste, voici hélas les qualificatifs de notre justice pour les Français. Je tiens à saluer votre détermination à obtenir une hausse historique du budget de la justice de 8%. Ainsi, notre justice développera demain une branche de proximité forte de 200 millions d'euros.
Vous avez annoncé par exemple le recrutement de 764 renforts de greffe juristes assistants d'ici quelques mois, des professions essentielles que je connais bien pour les avoir exercées avant de siéger ici, qui soutiennent quotidiennement les magistrats dans leur mission. Monsieur le ministre, vous disposerez demain de moyens et d'un volontarisme pour corriger la faiblesse mortifère de notre justice, à savoir l'engorgement des tribunaux qui, hélas, fait passer sous le radar cette petite délinquance, ces petits délits qui pourrissent la vie des Français. Il faut stopper ce sentiment d'impunité qui exaspère jusqu'à nos forces de l'ordre. Le groupe Agir Ensemble portera en novembre une proposition de loi visant à améliorer la justice pénale de proximité grâce notamment aux alternatives aux poursuites. Au lieu de s'engager dans une procédure longue et fastidieuse, le procureur pourrait exiger du délinquant qu'il repeigne le commissariat qu'il a tagué. Il pourrait aussi exiger de verser une contribution dite citoyenne à une association d'aide aux victimes qui œuvre tant pour nos concitoyens. C'est ça une réponse pénale claire, rapide, efficace et comprise par nos concitoyens. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser les prochaines circulaires qui seront édictées pour guider et simplifier le travail des acteurs de la justice et nous dévoiler les détails complémentaires sur votre vision de la justice de proximité? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Houbon, cher Dimitri, d'abord, je ne laisserai jamais dire que la justice de notre pays est laxiste. Et je rappelle qu'en matière criminelle, c'est le peuple français qui rend la justice. Première remarque. Deuxième remarque, dès mon arrivée, j'ai œuvré pour mettre en œuvre la justice de proximité. J'ai obtenu un budget exceptionnel qu'il vous appartiendra de voter et vous le ferez sans aucun doute. Un budget à la hauteur des enjeux. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le député, cela se traduit concrètement par des recrutements massifs, 2450 personnels supplémentaires, dont 750 contractuels, dans les jours qui viennent et qui sont en passe déjà d'être recrutés. C'est la preuve fondamentale de l'attachement que je porte à la justice. Pour répondre à votre question, d'ores et déjà, j'ai pris une circulaire de politique pénale le 1er octobre. J'ai rencontré les procureurs généraux. Il est question, en effet, de justice rapide, systématique et, n'en déplaise à certains, proportionnée, bien évidemment. Cette justice, elle a pour effet de rendre immédiatement une décision contre les petits délinquants qui pourrissent la vie des gens, les rodéos, les tags, les incivilités devenues absolument insupportables. Je souhaite également que plus d'audiences pénales et civiles se tiennent à l'extérieur des tribunaux, dans une justice de proximité, une justice foraine, faite pour les plus défavorisés de nos concitoyens. Parce que cette proximité ne peut se faire sans les élus locaux, j'ai demandé aux procureurs de se rapprocher des élus pour qu'ensemble, ils partagent leur expérience et soient plus efficaces. Je sais pouvoir compter sur votre engagement et sur celui de toute la majorité, bien évidemment, pour compléter mon action dans le domaine législatif. Votre proposition de loi, monsieur le député, en témoigne. Merci, elle permettra l'accélération, notamment de l'exécution des travaux d'intérêt général. La parole est à monsieur Bruno Duverger. Ah, excusez-moi. J'ai le plaisir de donner la parole à notre collègue Jean-Luc Reitzer, qui reprend sa place parmi nous, ce dont je me réjouis très sincèrement et très amicalement. Merci, mes chers collègues. Merci, je suis très touché. Merci. Bien, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, c'est bien sûr avec émotion, chacun le comprendra, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Admis le 4 mars dernier, plongé dans le coma durant 4 semaines, eh bien, après 2 mois et demi d'hospitalisation, j'ai pu quitter l'hôpital Émile Muller de Mulhouse. À vous, Monsieur le Président, à tous les collègues issus de tous les bancs de notre Assemblée, j'exprime ma reconnaissance pour leur message de soutien et de sympathie. Hommage aussi et surtout à tous les soignants qui ont sauvé tant de vies et qui méritent nos applaudissements. Malheureusement, tout le monde n'a pas eu la chance
de battre ce sacré virus. Dès lors, chers collègues, quel est notre devoir sacré? Il est de tirer les leçons de cette épreuve collective. Trop de dysfonctionnements sont apparus, j'en suis le témoin vivant. Depuis des années, je me bats, et Roselyne Bachelot s'en souvient, contre le déclassement des hôpitaux de proximité. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous vous engager à ne plus fermer de lits ni de services si indispensables dans nos hôpitaux? Depuis des années, nous nous battons contre la suradministration de nos services de santé, animés d'une seule logique comptable. Allez-vous lancer une réflexion concertée avec les élus sur le rôle et sur la mission des ARS? Depuis des années, nous nous battons pour que le travail des soignants soit revalorisé. Monsieur le Premier ministre, des mesures ont été prises. Mais allez-vous corriger les injustices et les oublis vis-à-vis de nombreuses catégories de soignants générées par le Ségur de la santé et les inégalités dans le versement des primes Covid? Monsieur le Premier ministre, l'heure est grave. Votre désir de proximité est reconnu. Allez-vous redonner humanité, cohérence, lisibilité aux mesures qui ont été prises? Allez-vous créer ce choc de confiance et ce choc d'espérance tant attendu par nos soignants et par nos concitoyens? Il y va des valeurs de la République, il y va de la grandeur et de l'honneur de la France. Et pour tous ceux qui se battent aujourd'hui contre le virus, je n'ai qu'un message à leur donner: ils vaincront ce virus et vive la vie! Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, cher Jean-Luc Redzer, quel plaisir de vous revoir ici aujourd'hui. Quel plaisir. Vous êtes la preuve vivante, malheureusement, que ce virus touche tout le monde, et que personne ne peut être épargné ni à l'abri de ces dégâts. Encore aujourd'hui, dans la deuxième vague, Mesdames et Messieurs les députés, nous observons un rajeunissement dans les hospitalisations en réanimation. Nous savons qu'au-delà des décès qui ont dû être comptabilisés, la maladie laisse des séquelles très importantes. C'est donc effectivement, Monsieur le député, une mobilisation générale qui est absolument nécessaire. Nous avons tiré les conséquences et très rapidement de la première vague. J'ai signé le 13 juillet dernier le Ségur de la santé qui, vous en conviendrez sur tous les bancs, est un tournant historique dans le pilotage et les moyens affectés à notre système de soins. Je suis sûr d'ailleurs que vous voterez le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui traduit en moyens pour nos personnels soignants, qui traduit ainsi qu'avec le plan de relance du projet de loi de finances, la reprise de la dette hospitalière, le maintien des hôpitaux de proximité et un volume conséquent d'investissements de modernisation. La difficulté devant laquelle nous nous trouvons, et je le lis trop souvent, c'est qu'effectivement, ces augmentations de rémunération que nous allons, je vous l'annonce, essayer d'accélérer. Première tranche en octobre, plus de 90 €. La prochaine tranche est prévue en mars. Il faudra que nous accélérions les versements pour marquer la reconnaissance aux professionnels de santé. Et je salue notamment ceux de Mulhouse, monsieur le député, qui ont été, comme tous les autres, si exemplaires pendant la première vague de la pandémie. Mais, mesdames et messieurs les députés, de grâce, ne faisons pas croire, alors que la deuxième vague est là, qu'on peut recruter des anesthésistes réanimateurs ou les former en 3 mois, pas plus qu'une infirmière. Évidemment, les mesures que nous avons prises provoqueront des résultats sur le long terme.
Nous devons muscler nos dispositifs sur toutes les heures supplémentaires et l'attractivité immédiate. Croyez en la mobilisation totale du gouvernement, non seulement pour faire face à la deuxième vague qui s'annonce par des mesures de prévention, fussent-elles strictes, que nous approuverons tous, que par des mesures structurelles pour doper, renforcer le système sanitaire français qui le mérite amplement. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Bruno Duverger. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Début septembre, vous avez présenté un plan de relance pour accélérer la reprise de l'activité économique et amortir les conséquences sociales de la crise liée au Covid-19. Ce plan de relance doit amplifier la transition énergétique. C'est d'ailleurs pourquoi 30 milliards d'euros de ce plan est consacré à cet objectif. C'est également la raison pour laquelle nous vous avons alerté lors de l'examen du PLF sur des dispositions qui nous semblaient anti-écologiques et antisociales, comme la taxation de l'essence sans plomb 95 E10. Cette hausse de 1 centime par litre aurait eu pour effet d'augmenter le plein de super de 30 centimes en 2021, 60 centimes en 2022. C'est pourquoi, suite aux annonces que j'ai lues ce matin dans les médias, je vous demande, Monsieur le ministre, de bien vouloir confirmer devant la représentation nationale l'abandon de cette taxe qui pénaliserait nos concitoyens pour un bénéfice écologique quasi nul. Il reste cependant 2 sujets sur lesquels je souhaitais attirer votre attention. D'abord, la réforme du système d'indemnité kilométrique en fonction de la puissance des véhicules et ensuite la taxation sur le poids des véhicules. Ces 2 mesures pourraient avoir pour effet de désavantager certaines familles en zone rurale, mais surtout d'annuler le bénéfice de certaines évolutions technologiques conçues par nos constructeurs automobiles. La taxation des technologies a toujours pour effet d'être un frein à la recherche et à l'innovation. Il vaut toujours mieux taxer directement l'objectif à atteindre que les moyens de l'atteindre. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, à l'occasion de l'examen d'un PLF très sensible, je souhaiterais que vous puissiez répondre à ces 3 sujets. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Duverger, vous interrogez le gouvernement sur la fiscalité écologique, sur la poursuite d'une trajectoire qui vise à construire une fiscalité plus respectueuse de l'environnement et qui accompagne l'économie sur cette trajectoire de transition. Vous avez souligné que le projet de loi de finances que nous vous présentons avec Bruno Le Maire présente et porte un certain nombre de dispositions qui ont comme objectif de toujours participer à cette construction d'une fiscalité écologique. Les mesures allant dans ce sens sont nombreuses. Beaucoup font consensus et je m'en réjouis puisque cela démontre aussi notre capacité collective à construire ce nouveau modèle. Vous avez évoqué une mesure en particulier, la mesure qui vise à une convergence de la fiscalité à hauteur de 2 centimes par litre entre différentes composantes de carburant, le E5 et le E10, et qui se serait traduit par une augmentation de 2 centimes d'euros du litre de samplon 95. Comme vous l'avez noté, et parce que nous avons entendu les réactions, les inquiétudes, les interrogations de très nombreux parlementaires dont vous êtes, nous avons annoncé ce matin avec Bruno Le Maire que nous donnerions un avis favorable aux amendements parlementaires visant à revenir sur cette disposition. Et nous veillerons à ce que la fiscalité sur le carburant soit parfaitement inchangée dans le PLF 2021 de manière à répondre pleinement à votre attente. Au-delà de cela, il y a un certain nombre de propositions qui sont portées aujourd'hui par la Convention citoyenne. Elles nourrissent le débat. Comme l'a indiqué le Président de la République, il y a lieu parfois d'en regarder les modalités, d'examiner leur temporalité, de veiller à ce que les conditions de mise en œuvre soient les mêmes, ou en tout cas réfléchir à l'aune de l'actualité et de la nature de la crise que nous traversons, mais nous devons continuer à construire et à échanger sur ce sujet-là. Cela ne doit pas nous faire oublier ce que vous avez souligné au début de votre question. Ce projet de loi de finances est historique pour la transition écologique. Nous augmentons le budget du ministère de la Transition écologique de presque 1 milliard d'euros. Et en plus de cette augmentation, nous consacrons un tiers du plan de relance à du verdissement. C'est plus de 30 milliards d'euros qui sont consacrés à la transition écologique. C'est là le principal outil de verdissement de toute notre économie. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Peu. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La semaine dernière, nous avons appris en même temps, si j'ose dire, de France Stratégie d'une part, que l'effet combiné de vos décisions sur l'allègement fiscal des dividendes et la suppression de l'ISF ont fait littéralement exploser les revenus des plus riches. Et du Secours populaire, d'autre part, la même semaine, que depuis le début de la crise du Covid, 1 million de personnes supplémentaires ont vu leur vie
basculer dans la pauvreté. Désormais, dans la 6e puissance économique du monde, 10 millions de nos compatriotes dépendent des banques alimentaires, ne savent plus comment payer leur loyer, l'eau et l'électricité, renoncent aux soins et vivent la peur au ventre. Ces nouveaux captifs de la pauvreté sont des intérimaires, des extras, des personnes en fin de CDD, des saisonniers et des chômeurs en fin de droit qui ne bénéficient pas ou plus de la couverture chômage en raison de votre réforme. Ce sont également des indépendants, des commerçants, artisans, auto-entrepreneurs, et ce sont aussi des étudiants et des jeunes qui n'ont droit ni au RSA ni au chômage et dont les premiers pas dans la vie se feront sur un chemin d'angoisse. Bref, ce sont les premiers de corvée et les cobayes de la Startup Nation. Monsieur le Premier ministre, pour faire face à cette vague de pauvreté inédite depuis la Deuxième Guerre mondiale, pouvez-vous, à défaut de vous réinventer, au moins de vous amender et tirer les enseignements de vos erreurs? Alors que notre pays traverse une crise exceptionnelle, allez-vous vous corriger et mettre la justice sociale au cœur de votre plan de relance? Allez-vous mettre enfin à contribution l'enrichissement exceptionnel de quelques-uns par un impôt exceptionnel, un impôt Covid au bénéfice de tous? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Peu. Lorsque ce gouvernement a pris cette fonction et lorsque cette majorité a pris ses fonctions, il venait de se passer 2 quinquennats qui avaient été tous les 2 caractérisés par le même mouvement, c'est l'augmentation des prélèvements obligatoires et en particulier sur les ménages, même s'il y avait une inflexion pour les entreprises avec la mise en place du CICE au milieu du quinquennat précédent. La ligne de ce gouvernement est différente. Il s'agit de baisser les impôts. Et nous baissons les impôts comme nous ne les avons jamais baissés. À la fin de l'année 2021, la baisse d'impôts aura atteint 45 milliards d'euros. La moitié pour les entreprises, la moitié pour les ménages. Et lorsqu'on parle de la baisse des ménages qui dépasse les 20 milliards d'euros, il s'agit de 10 milliards d'euros pour la taxe d'habitation de 80% des Français, bien loin des 0,1% que vous stigmatisez. Il s'agit de l'exonération de fiscalité et de cotisation sociale sur les heures supplémentaires dont on sait pertinemment que ce sont les ouvriers, les employés, les classes moyennes qui en font le plus. Il s'agit de la baisse de l'impôt sur le revenu sur les 2 premières tranches pour 5 milliards d'euros. Et c'est aussi ce gouvernement qui, avec ces baisses d'impôts ou en plus de ces baisses d'impôts, a mis en place la plus grande revalorisation des minima sociaux, a mis en place le reste à charge zéro. C'est grâce à ce gouvernement que si vous avez besoin de changer de lunettes, si vous avez besoin de soins dentaires, si vous avez besoin de prothèses auditives, vous aurez un reste à charge zéro et vous devriez vous en féliciter. C'est ce gouvernement qui fait preuve de la plus grande solidarité vis-à-vis des plus fragiles et qui, contrairement à vous, s'attaque aux inégalités à la racine plutôt que de se contenter d'en traiter les symptômes. C'est cette majorité qui a de quoi être fière de ce qu'elle fait, fière de ce que nous faisons. Et je vous le dis, monsieur Peu, les leçons de solidarité, nous n'en avons pas besoin. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Cécile Rilhac. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, mercredi dernier, à Herblay-sur-Seine, dans ma circonscription, 2 policiers ont fait face à un déferlement de violence inouïe. Nos forces de l'ordre en sont malheureusement de plus en plus la cible, comme à Champigny-sur-Marne le week-end dernier. Des policiers ont été tabassés, matraqués, se sont fait tirer dessus à bout portant à plusieurs reprises. Disons-le, il y a eu volonté d'en finir. J'ai une pensée particulière pour ces 2 policiers, Dominique et Philippe, de la police judiciaire de Cergy, victimes d'une tentative d'homicide au cours de leur fonction. À 45 et 30 ans, ce sont leur carrière et leur vie qui sont brisées. Je voudrais ici, devant la représentation nationale, leur adresser mes plus sincères vœux de prompt rétablissement et exprimer à leurs collègues mon indignation, notre indignation face à cet acte inqualifiable. Je souhaite réaffirmer notre indéfectible soutien pour l'engagement sans faille des forces de l'ordre et de sécurité au service de la population. Dans le Val d'Oise, comme partout ailleurs dans le pays, les policiers, les gendarmes, mais aussi les sapeurs-pompiers exercent des missions de plus en plus difficiles. Rester calme en toutes circonstances, porter assistance et secours, protéger ou encore appréhender les malfaiteurs. Aujourd'hui, tout cela les expose à un risque permanent,
accrue par le simple fait qu'ils sont dépositaires de l'autorité publique ou qu'ils portent un uniforme. Cette violence gratuite à l'égard de nos forces de l'ordre, comme à l'encontre de nos concitoyens, n'est plus acceptable. Monsieur le ministre, je connais votre mobilisation sur le sujet de la sécurité. Nous attendons une réponse pénale ferme. C'est indispensable pour que la défiance à l'égard de la justice se transforme en confiance. Alors ma question est simple. Quelles mesures allez-vous prendre pour que nous puissions dire à nos concitoyens « plus jamais ça ». Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Rilhac, pardonnez-moi une nouvelle fois de redire, je l'ai dit devant vous, dans ce département du Val-d'Oise lors de mon déplacement, je l'ai dit en réponse à votre collègue, toute la solidarité évidemment du gouvernement et à quel point on s'associe aux mots que vous avez tenus pour protéger les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les élus, tous ceux qui sont des magistrats, tous ceux qui sont dépositaires de l'autorité publique. Vous aurez dans quelques jours, Madame la députée, l'occasion de débattre dans cet hémicycle de la proposition de loi de vos collègues, Mme Thuriot et M. Fauvergue. J'espère d'ailleurs que tous, indépendamment de la majorité, soutiendront ce texte de bon sens qui remet de l'autorité, qui aide bien sûr avec les maires ce qu'on appelle le continuum de sécurité, qui protège nos forces de l'ordre. Elle le protège notamment parce qu'elles ne doivent plus être la cible de ce qu'on a trop laissé faire, notamment la cible sur les réseaux sociaux ou la cible effectivement aux télévisions. On a vu des images avec des policiers qui se font agresser en dehors de leur lieu de travail. Elle les protège aussi, comme les pompiers, puisque le congrès des sapeurs-pompiers a lieu ce vendredi et ce samedi. Le président de la République aura l'occasion de s'exprimer devant eux. Les forces de l'ordre et les pompiers qui doivent être davantage protégés, notamment en équipant davantage en caméras de vidéoprotection sur eux, mais aussi sur leurs véhicules, afin de permettre aux magistrats de mieux condamner encore, puisqu'ils auront davantage effectivement de faits incontestables. Parce que vous savez que souvent, malheureusement, là où il y a des difficultés, c'est qu'il n'y a pas d'éléments comme des éléments de vidéosurveillance. Et vous aurez l'occasion aussi, sans doute, d'écouter le président de la République à la sortie, peut-être dans les expressions que prendront les syndicats de police, puisqu'il les recevra, fait exceptionnel, jeudi matin, avec moi-même, avec le garde des Sceaux, avec le directeur général de la police nationale et le préfet de police, pour écouter les syndicats de police, que je vais d'ailleurs écouter moi-même toute l'après-midi ce jour. Et vous dire que la loi de finances que vous allez voter une nouvelle fois donnera les moyens, en plus des moyens juridiques, d'aider nos forces de l'ordre. Merci madame pour tout ce que vous faites avec la majorité. Merci monsieur le ministre. La parole est à madame Marie-Christine Dalloz. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, vous êtes en poste à Matignon depuis 100 jours et la réalité, c'est que vous augmentez déjà les taxes des Français. Je veux parler du durcissement sans précédent du malus écologique sur l'automobile prévu dans le budget pour 2021. En effet, l'achat d'un véhicule neuf sera considérablement alourdi par ce malus dès le 1er janvier. À l'origine, le malus avait été créé pour financer les bonus dans une démarche incitative. Mais vous, Monsieur le Premier ministre, vous cassez cette logique en augmentant beaucoup plus fortement le malus que le bonus. L'an prochain, le malus va rapporter 500 millions de plus à l'État que le coût du bonus automobile. Dans les faits, vous allez multiplier par 4 en 1 an et par 8 en 2 ans le montant du malus pour un véhicule émettant 138 grammes de CO2. Et il va ainsi des voitures familiales comme la Peugeot 3008 ou encore la Dacia Sandero. De nombreux modèles populaires seront inaccessibles pour répondre aux besoins quotidiens et professionnels des familles. Les territoires ruraux et les familles les plus modestes seront les premiers à souffrir de vos choix budgétaires. Notre usage de la voiture est déterminé en fonction de notre lieu d'habitation et de l'offre de services de transport, bien souvent inexistante, transport public bien souvent inexistante dans nos territoires et notamment en montagne. C'est bien là l'exemple frappant d'une écologie exclusivement punitive, servant surtout de prétexte pour faire l'approche de nos concitoyens. Cette politique budgétaire est non seulement injuste et touchera directement au portefeuille des ménages, mais elle est également suicidaire pour les fleurons industriels français de l'automobile, gravement impactés, mettant en péril des milliers d'emplois. Le « en même temps » a ses limites et s'avère même dangereux. Monsieur le Premier ministre, à l'heure de votre premier bilan, n'est-ce pas particulièrement incohérent avec la politique de relance que vous dites vouloir mettre en œuvre ?
Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, monsieur le président. Madame la députée Dalloz, vous terminez votre question en interrogeant sur la cohérence ou l'incohérence. Il y a une grande cohérence à la politique qui vous est proposée en matière fiscale. Je l'ai dit tout à l'heure en réponse au député du Verger. Nous menons une politique de transition. Nous voulons construire la première économie décarbonée, nous voulons accompagner la production et la consommation sur le chemin de la transition écologique et nous avons effectivement retenu dans le projet de loi de finances une mesure qui consiste à augmenter le malus en fonction de l'émission des gaz à effet de serre et particulièrement du CO2 avec une mise en œuvre progressive et l'atteinte d'un palier qui correspond à un palier encore supérieur à la moyenne des véhicules produits en France. Cette volonté que nous poursuivons et cette volonté que nous mettons en œuvre à travers cette politique fiscale. Il ne s'agit pas de chercher une recette supplémentaire, il s'agit de mettre en place des outils fiscaux incitatifs pour accompagner la conversion du parc automobile. Vous avez beaucoup insisté sur cette question du malus. Vous auriez pu aussi souligner dans le même temps les efforts que le gouvernement fait pour favoriser la conversion du parc automobile, avec des primes à la conversion qui atteignent un montant que vous n'avez jamais connu, avec la volonté d'accompagner les consommateurs et les ménages français à la fois sur la conversion automobile, mais aussi sur la rénovation énergétique des logements, sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Tout se tient en termes de cohérence et je le répète, nous construisons un chemin de transition écologique et environnementale appuyé sur des outils fiscaux en veillant au pouvoir d'achat des Français et sans jamais remettre en cause la trajectoire de baisse des prélèvements obligatoires que j'ai rappelée et qui se traduit par une baisse d'impôts de 45 milliards d'euros pour les ménages et les entreprises françaises. C'est là notre objectif, c'est notre ligne de crête et je vous invite à nous suivre sur ce chemin. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Annie Chapelier. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Solidarités. Après les épuisants mois du confinement où ils ont été acclamés comme des héros, les soignants ont beaucoup espéré du Ségur de la santé, pensant obtenir une véritable reconnaissance de la valeur de leur travail. Ces espoirs ont été douchés. De nombreuses professions sont amères. Sages-femmes, libéraux, santé de ville, médico-sociaux, pour ne citer qu'eux, ils sont nombreux à estimer ne pas avoir été entendus. La place prépondérante laissée aux administrations dans les négociations, alors que presque partout elles ont été perçues comme un frein, ne passe pas. La fuite du public vers le privé se poursuit chez les soignants, menant à une aggravation des conditions de travail pour ceux qui restent. Et pire, selon un dernier sondage fourni par l'Ordre infirmier, 43% des infirmiers envisagent d'exercer une autre profession que la leur, alors que près de 34 000 postes seraient vacants. Les soignants sont à bout, mais on leur demande d'être mobilisés face à cette seconde vague. Alors que les malades de la Covid refluent à nouveau vers les hôpitaux, le sentiment est que rien n'a vraiment changé. Monsieur le ministre, ne serait-il pas temps de donner la priorité à une véritable et profonde réforme de notre système de santé en tenant compte et en écoutant réellement ces femmes, ces hommes, ces professionnels qui font notre système de santé? Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée, moi je suis très fier que cette majorité et ce gouvernement augmentent les salaires de plus d'1,5 million de soignants pour plus de 8,8 milliards d'euros par an. Madame la députée, en termes de bilan, vous pouvez chercher sur tous les bancs, vous ne trouverez jamais une telle revalorisation. Jamais. 15% d'augmentation des salaires pour des aides-soignantes, pour des infirmières, pour des brancardiers, qui travaillent au SAMU, aux urgences, en EHPAD, à l'hôpital. C'est la plus forte réduction d'écart de rémunération entre hommes et femmes dans notre pays de toute l'histoire. Parce que 85% des bénéficiaires sont des femmes. Madame la députée, on peut quitter les bancs de la majorité, on peut être critique, mais pas avoir des œillères. Regardez ce que vous allez être amené à voter dans le cadre du PLFSS. 225 € de rémunération de salaire net par mois de plus, quoi qu'il arrive, pour plus d'1,5 million de salariés. Ça n'est jamais arrivé dans aucun secteur de notre pays auparavant. Je ne dis pas que c'est trop, je ne dis pas que ça suffit à restaurer l'attractivité, mais par pitié, quand on parle d'attractivité des carrières, essayons aussi de promouvoir ce qui a été fait de bien. Madame la députée, on ne s'arrête pas au salaire. Il y a les changements de gouvernance, on sort de la tarification à l'activité, on change totalement la place des soignants, la démocratie interne des établissements est changée, 6 milliards d'euros d'investissement pour l'hôpital et les EHPAD, 13 milliards de reprise de la dette des hôpitaux. Pour la première fois, vous avez un gouvernement qui dit nous n'allons pas fermer des lits, nous allons en rouvrir 4000. Pour la première fois depuis très longtemps, vous avez un gouvernement qui ne dit pas on va supprimer des postes à l'hôpital, on va embaucher 15 000 soignants à l'hôpital.
Accompagnez-nous, Madame la députée, les choses vont dans le bon sens et je suis sûr que vous les voterez la semaine prochaine dans ce même hémicycle. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, je vous entends parfaitement et j'approuve totalement tout ce qui a été fait lors du premier Ségur. Seulement, la question est là, et vous le savez très bien, les soignants sont tout simplement épuisés et ne sont pas sûrs d'être capables de faire face à cette seconde vague du Covid. Ce qu'ils réclament tous, et tous les collectifs de soignants le réclament, c'est un deuxième Ségur de la santé où tous les soignants sont autour de la table et puissent parler des possibilités et des propositions qu'ils ont à faire. C'est cela qu'ils réclament et rien d'autre. Et ce n'est en rien nier l'action et les mesures que vous avez prises. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Madame la députée, aucune prime, aucune hausse de salaire n'enlèvera la fatigue des soignants qui ont tout donné pendant cette première vague. Nous devons justement les soulager, les épargner en respectant les mesures barrières et en faisant attention à ne pas faire circuler le virus. Par ailleurs, nous avons développé la formation des soignants pour qu'ils puissent être opérationnels plus nombreux en réanimation. Rien qu'en Ile-de-France, cet été, 750 infirmières ont été formées aux pratiques de réanimation. 300 de plus le seront avant le mois de décembre. Merci, nous accompagnons les soignants dans leur lutte contre le virus et soyons tous à la hauteur. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Christine Pires-Beaune. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nos collègues sénateurs viennent de rendre un rapport suite à leur commission d'enquête, un rapport accablant sur les concessions autoroutières. Un de plus, me direz-vous, tant il est vrai que ces dernières années, les rapports se succèdent, sans pour autant que les différents gouvernements en tirent des conséquences. Les différentes mauvaises opérations de l'État ont occasionné, selon Vincent Delahaye, un manque à gagner évalué entre 12 et 50 milliards selon le périmètre retenu. Mais une lueur d'espoir pointe son nez. Les concessions arrivent à échéance entre 2031 et 2036. Au terme de celle-ci, les concessionnaires devront restituer à l'État, propriétaire, les infrastructures gratuitement et en bon état d'entretien. Monsieur le Premier ministre, on entend dire que l'État aurait engagé des discussions avec les majors du secteur. Pouvez-vous nous rassurer et nous dire aujourd'hui que ces discussions visent à définir, d'une part, un bon état d'entretien et, d'autre part, à définir les modalités de retour à l'État, mais en aucun cas à étudier un possible allongement de la durée des concessions? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Pires-Beaune, vous avez rappelé, vous avez eu certainement raison, les modalités et les différentes étapes successives et sur plusieurs législatures qui ont concerné la question des concessions autoroutières. Vous avez aussi souligné le travail réalisé par les sénateurs et la remise du rapport dont le gouvernement s'est saisi et que nous examinons, puisque le rapport porte à la fois des éléments de constat, des éléments de proposition qui sont évidemment autant de propositions et de constats intéressants pour la suite et pour préparer une échéance dont vous conviendrez qu'elle est encore assez lointaine. Nous n'avons pas ouvert aujourd'hui de discussion visant à prolonger, arrêter, renouveler ou apporter quelques modifications substantielles que ce soit au contrat. Évidemment, l'État a un certain nombre de contacts et d'échanges avec les entreprises concessionnaires, ce qui est bien logique, et nous avons d'une certaine manière l'obligation d'être dans ce type d'échange, puisqu'à l'occasion des dernières lois de finances, vous avez certainement en tête le fait que nous avons indexé un certain nombre de taxes payées par les concessionnaires pour garantir leur participation au financement de certains ouvrages, et je pense notamment des ouvrages financés par l'AFITF comme le canal Seine-Nord. Nous continuerons à avoir ces relations, nous continuerons à le faire avec vigilance et avec une ligne de mire, un objectif qui est de protéger l'intérêt des Français. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre. J'ai donc entendu qu'il n'y aurait pas de discussion, mais vous continuez quand même à discuter avec les concessionnaires. Très bien. Je vais rappeler quand même quelques chiffres. De 2006 à 2019, c'est 24,3 milliards de dividendes qui ont été servis. Et les sénateurs ont évalué qu'à terme des contrats à ISO-distribution, ce serait 70 milliards, c'est-à-dire 2 fois les crédits 2021 du plan de relance.
Je vous dis ça parce que le rapport du Sénat indique aussi que s'il y avait une seule mesure à retenir, les sénateurs nous disent ce serait de proscrire l'allongement des durées de concession. Donc j'insiste là-dessus et je voudrais que vous fassiez vôtre les propos de Madame Borne qui, devant la commission d'enquête du Sénat, disait « Je pense qu'il faut arriver au terme de ces contrats, les solder et passer à autre chose pour ne pas traiter le péché originel de contrats trop anciens. » Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la députée, un mot pour vous remercier de la réponse à la réponse. Vous avez raison de noter que si des discussions formelles et des négociations ne sont pas ouvertes, comme je l'ai indiqué, il est bien évident que l'État, parce qu'il a cette responsabilité, doit continuer à mener des discussions. Et j'ai rappelé que nous avons soumis les concessionnaires à une indexation de taxes qui n'était pas prévue initialement. La deuxième chose que vous avez évoquée, c'est la durée de ces opérations de 2006 à 2019, en rappelant des chiffres cités par le rapport du Sénat. Je pense que sur ces deux aspects, la préparation de l'échéance de 2030 devra réunir l'ensemble des forces politiques pour que nous puissions trouver un consensus, et vos propos me semblent devoir nous y conduire. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Adrien Quatennens. Monsieur le Premier ministre, dans l'affaire de l'OPA de Veolia sur Suez, c'est l'intérêt général qui est en cause. On parle de la gestion de l'eau et des déchets en France, d'un outil dont nous aurons impérativement besoin pour engager la bifurcation écologique. L'eau est un bien commun qui ne devrait pas faire l'objet d'une guerre entre actionnaires. Si cette OPA était menée à son terme, nous pourrions craindre un scandale du même type que celui des autoroutes, des prix à la hausse, un démantèlement de Suez pour satisfaire les exigences de la concurrence, avec à la clé plus de 4000 emplois menacés. Les Français n'ont aucun intérêt à la constitution d'un monopole privé en la matière. Mais mon sujet, Monsieur le Premier ministre, ce sont les mensonges du gouvernement et votre duplicité dans cette affaire. C'est une trahison, c'est un scandale d'État et je vous le demande solennellement, cessez de nous prendre pour des imbéciles. Vous ne ferez croire à personne qu'en France, une entreprise peut lancer une OPA hostile contre Suez où l'État est totalement engagé sans qu'il ait donné d'une manière ou d'une autre son feu vert pour cette funeste opération. Bien sûr, pour sauver les apparences face aux Français, l'État a voté contre la cession des actions Suez détenues par Engie à Veolia. Mais vous ne ferez croire à personne non plus que l'État ait pu être mis en minorité au sein de ce conseil d'administration où il est un des principaux actionnaires sans que cette mise en minorité ait été organisée avec sa propre complicité. C'est une farce. Il est temps de siffler la fin de la récréation pour messieurs Macron et Colère, monsieur Frérot, monsieur Clamadieu. La France n'est pas un gibier dont on s'offre les morceaux pour se faire des cadeaux entre amis en récompense de bons et loyaux services. Nous demandons que l'Assemblée nationale se saisisse de cette affaire au travers d'une commission d'enquête. Monsieur le Premier ministre, votre réponse vous engagera devant l'histoire. Qu'avez-vous à répondre aux révélations du journal Mediapart, selon lesquelles l'Élysée serait intervenu directement dans cette affaire contre l'intérêt général? A-t-on, Monsieur le ministre, comploté dans le dos des Français dans ce dossier? Et si oui, qu'avez-vous l'intention de faire pour que les comploteurs soient pourchassés et punis? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, quelle est la position que l'État a tenue dans ce dossier entre Veolia et Suez? Nous avons poursuivi 3 objectifs en permanence. La préservation de l'emploi et des implantations, le maintien d'une concurrence saine entre les différents opérateurs de ce secteur sur le territoire français et la volonté, 3e objectif, que les choses se passent de la manière la plus amicale, si l'on peut dire, et en aucun cas dans le cadre d'une OPA hostile. Vous avez cité un article de presse en demandant à Monsieur le Premier ministre de se prononcer. Il suffisait d'écouter les déclarations du gouvernement et de son porte-parole qui a démenti l'intégralité de l'article. Et puis, je vais ajouter quelque chose qui peut vous paraître étonnant. Mais lorsque l'on est minoritaire dans un conseil d'administration, on peut être mis en minorité. C'est la règle. C'est la règle. Quand on est minoritaire, on peut être mis en minorité. Et l'État assume tout simplement le fait de défendre 3 objectifs sur lesquels nous restons arc-boutés. Et les actionnaires, les administrateurs d'Engie n'ont pas suivi la position d'État, ce qui est leur droit, même si nous le regrettons. Il ne s'agit pas d'une prise de contrôle, mais d'une première étape. Nous sommes convaincus qu'il y aura encore des discussions. Nous sommes convaincus qu'on peut trouver et qu'ils peuvent trouver entre eux la possibilité d'un scénario qui ne soit pas un scénario d'hostilité, qui préserve, je le répète, l'emploi, les implantations et la concurrence. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Danièle Casarian.
Monsieur le ministre des Affaires étrangères, dans quelques heures, s'achèvera le 16e jour de guerre au Haut-Karabakh. 16 jours et 16 nuits d'horreur, de bombardements délibérés des populations civiles d'Artsakh et d'Arménie. Les journalistes déployés sur place parlent d'un déluge de missiles, de villes devenues fantômes, de l'enfer de Stepanakert, la capitale. Amnesty International a de son côté dénoncé l'usage d'armes à sous-munitions, ces armes qui n'ont pour objet que la destruction aveugle des populations civiles. Des crimes de guerre ont lieu en ce moment même au Haut-Karabakh, et c'est la mort qui attend les Arméniens. Depuis 16 jours, les coprésidents du groupe de Minsk, au premier rang desquels la France, appellent à un cessez-le-feu et hausse le ton. Je sais que vous et la diplomatie française ne ménagez pas vos efforts, mais la donne a changé. L'Azerbaïdjan est désormais soutenu par la Turquie, qui lui apporte un soutien diplomatique et militaire, la fournit en armes, en drones et en stratèges de guerre. Notre président de la République a clairement affirmé que l'offensive azerbaïdjanaise était injustifiée et que l'envoi de mercenaires djihadistes par la Turquie constituait le franchissement d'une ligne rouge et qu'il ne l'accepterait pas. Il est temps de dire stop au bellicisme d'Ankara, porteur d'un risque majeur d'internationalisation du conflit, comme l'a souligné l'Union européenne. Monsieur le ministre, face à ces constats, une position de stricte neutralité n'est plus tenable. Au Haut-Karabakh, ce sont nos amis qui combattent dans un rapport de force inégal. Vous connaissez mon histoire. Moi, la petite fille des rescapés du génocide arménien. Mais dans cet hémicycle et sur tous les bancs de cette Assemblée, dans un consensus inédit de la représentation nationale, je veux le dire haut et fort, nous sommes tous des Arméniens. Dans toute la France, nos collectivités s'investissent. Des régions, Merci, des chers collègues. départements, La parole des est à communes Monsieur Jean-Yves votent Le jour Drian, après jour. ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la députée Danielle Casarian, vous faites référence au conflit du Haut-Karabakh, qui est un conflit, des affrontements les plus graves depuis l'effondrement de l'URSS. De nombreuses victimes au sein des populations civiles sont à déplorer. Vous avez rappelé que le président de la République s'est exprimé publiquement sur les conséquences graves, surtout de l'internationalisation de ce conflit internalisation engagée par la Turquie avec livraison d'armes et mobilisation de mercenaires. Et je souhaiterais souligner 3 points supplémentaires par rapport à votre intervention. D'abord, je sais et je comprends l'émotion qui suscite en France ce conflit, avec toutes les victimes qui s'en suivent, avec le ciblage inacceptable des populations civiles. Cette émotion légitime exprime la proximité des liens humains, culturels, historiques qui nous lient à l'Arménie. Et je connais votre histoire et je la respecte et je comprends votre émotion. Nous avons en effet une relation bilatérale étroite avec ce pays. Mais vous le savez, nous avons aussi une longue relation avec l'Azerbaïdjan. Et donc nous devons, nous, coprésidents du groupe de Minsk, utiliser les canaux bilatéraux pour faire pression sur les 2 parties pour consolider le cessez-le-feu qui a été conclu dans la nuit de samedi à dimanche à Moscou en présence des 2 autres coprésidents, c'est-à-dire de mon représentant et du représentant américain, pour que les 2 parties respectent strictement le cessez-le-feu pour que les affrontements cessent. Et je voudrais rappeler un dernier point. Le mandat que nous a confié l'OSCE en 1994 avec la Russie et les États-Unis pose une exigence d'impartialité de la France dans le contexte créé de crise du Haut-Karabakh. Nous ne serions plus légitimes si nous prenions parti pour l'un ou l'autre des pays. Et je pense que nous ne rendrons pas service à la qualité de notre relation bilatérale avec l'Arménie si nous tenions une posture déséquilibrée qui remettrait en cause le rôle que nous jouons dans le cadre du groupe de Minsk. Merci. Et qui remettrait en cause l'influence que nous pouvons avoir sur les partis en crise. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le PLF 2021 est votre premier budget. Et à ce stade, 100 jours après votre installation à Matignon, les associations restent les grandes oubliées. Laissez-moi vous donner un exemple tout simple, celui des clubs sportifs. Et je ne parle pas des clubs professionnels, qui eux aussi sont très inquiets en ce moment.
Je parle des petits clubs, comme ceux de chez moi, les clubs de Charancé, l'Aigle, Vimoutier, Saint-Ouen-sur-Iton, les Apres, pour ne parler que de quelques-uns. Que nous dit le terrain? Il nous dit que les associations sont aujourd'hui grandement fragilisées. Il nous dit que la crise a eu des impacts sur le fonctionnement général des associations qui n'ont plus d'activités génératrices de ressources comme les lotos ou kermesses. Il nous dit enfin que les impacts financiers de la crise amènent des questions inquiétantes, celles du dépôt de bilan, voire de la possibilité même de maintenir des effectifs salariés quand elles en ont. Et pourtant, le plan de relance ne fait qu'effleurer le sujet. Et pourtant, le monde associatif ne voit rien venir. L'équation est simple, pas d'argent, pas d'éducateurs. Et pas d'éducateurs, ce sont des jeunes sur le carreau. Ma question est tout aussi simple. Que compte faire le gouvernement pour que ces associations, et par ricochet la dynamique des territoires, ne s'éteignent pas? Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Véronique Louwagie, cette question est évidemment très importante et vous avez bien raison de souligner ce problème puisque le monde associatif est évidemment touché, comme d'autres secteurs de notre société, par ce qui s'est passé avec le confinement et l'ensemble des difficultés liées à la crise sanitaire. Vous avez volontairement pris l'exemple du domaine sportif et là aussi vous avez bien raison parce que c'est l'illustration très forte du sujet, avec à la fois des difficultés économiques, comme tous les acteurs de l'économie et de la société pendant le confinement, et puis des difficultés aujourd'hui pour reprendre et réattirer des personnes. Bien sûr, avec Roxana Maracineanu et Sarah El Haïry, nous sommes extrêmement mobilisés sur cette question. D'abord, il y a eu, vous le savez, plus de 3 milliards d'euros qui ont été consacrés au monde sportif, et donc notamment au monde des associations sportives, pendant le confinement, dans le cadre des mesures générales qui ont été prises dans le cadre économique. Il y a ensuite eu des mesures incitatives au moment de la rentrée. Nous avons lancé plusieurs campagnes, notamment d'adhésion aux associations sportives, dont une qui s'appelle Envie de sport, qui va au plus près des territoires et qui s'accompagne aussi de mesures très volontaristes sur le plan financier. C'est ainsi que l'Agence nationale du sport consacre 15 millions d'euros à un fonds de soutien pour les associations, et notamment les petits clubs au plus près des territoires. Et qu'en plus de cela, car ce n'est pas la seule mesure prise, nous avons prévu dans le cadre du plan de relance, et c'est notamment sur ce point que vous nous interrogez, 122 millions d'euros destinés justement au volet sport. Bien sûr, ceci ne résume pas tout ce qui est fait, car c'est au travers de l'ensemble de l'action gouvernementale que la vie associative est encouragée. Ça excède le temps de ma réponse, évidemment, mais il est évident que nous allons totalement mobiliser au service des associations et au service du monde du sport. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, votre réponse nous fait un petit état de ce qui a été fait, mais il n'y a pas de piste concrète. Moi, je vous propose 2 pistes que vous pourriez retenir. La première, c'est de rétablir les contrats aidés pour ces associations. C'est une vraie demande. Et la deuxième, c'est de mettre en place un fonds de solidarité en faveur du monde associatif. Alors, comme les sportifs le disent, la balle est dans votre camp. Saisissez-la. N'oublions pas que les conséquences de la crise continuent à apparaître. Alors, sauvez nos associations. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Christian Hutin. Merci, Monsieur le Président. Tous les professionnels soignants malades du Covid seront reconnus au titre des maladies professionnelles sans exception. Déclaration du 21 avril 2020 à l'Assemblée nationale de Monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran. Il y a 3 semaines, mardi, a été signé un arrêté. Un arrêté, alors, si je suis très poli, il est extrêmement restrictif, il est tout petit, il est minable. Si j'entends le lendemain ce que disent les présidents des grands syndicats français, ils disent qu'il est méprisant. Je demande à Monsieur le ministre aujourd'hui de revenir sur cet arrêté qui est absolument terrible. J'ai un exemple tout simple, alors, mais très simple. Alors, prenons d'abord la politique. Politiquement, cet arrêté ne peut pas continuer à être comme il est. C'est impossible de continuer à dire que ces gens qui ont servi la France ne seront pas servis comme la France doit les servir. La deuxième chose, il y a un député qui s'appelle
Raphaël Gérard, que je ne connais pas, qui doit être un type extraordinaire, mais qui en a bavé comme un malade, comme beaucoup de types ici, parce qu'il y a des gens qui sont morts ici, dans cet hémicycle. Eh bien, je dis que si on peut s'inspirer un peu des conséquences et des séquelles que peut donner le Covid aujourd'hui, il faut obligatoirement revoir votre copie, monsieur le ministre. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Christian Hutin, vous confondez tout et c'est bien dommage. Je vous le dis, votre question est cash, ma réponse est cash. Monsieur le député, je vous prie de... Bon, je ne suis pas obligé de se tutoyer. Monsieur le député, c'est un décret qui a été pris sur la reconnaissance en maladie professionnelle et qui reconnaît obligatoirement et automatiquement comme une maladie professionnelle toute maladie causée par le Covid chez un soignant ou chez un professionnel des aides ou des services au domicile. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le député ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une maladie professionnelle. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une maladie évolutive du Covid. Une maladie professionnelle, que ce soit dans le cadre d'une intoxication à l'amiante, dans le cadre d'accidents, lorsque vous avez une invalidité. Et là, nous avons retenu le seuil de 10%, qui est extrêmement faible. Ça veut dire que si vous gardez la moindre séquelle respiratoire et que vous êtes soignant ou que vous êtes aide à domicile, on ne vous demande pas de démontrer que vous avez été contaminé dans le cadre de votre activité professionnelle. On considère que, de fait, c'est une maladie professionnelle avec une reconnaissance. C'est ça que dit le décret et c'est ça qui est totalement nouveau. Donc oui, je le dis, un soignant qui a été contaminé par le Covid mais qui ne garde pas de séquelles n'est donc pas en maladie professionnelle. C'est la définition même, monsieur le député, de la maladie professionnelle que d'avoir des séquelles au long cours. Et s'il y a séquelles, il y a reconnaissance automatique. Pour celles et ceux qui ne sont pas des soignants ou des acteurs du domicile, eh bien, nous avons une reconnaissance qui est possible via une expertise, de la même manière que cette expertise existe pour tous les cas d'intoxication professionnelle et de maladie professionnelle. C'est le travail que nous avons fourni et c'est l'objet de ce décret. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, nous avons clairement une voie possible, une voie législative, avec Régis Juanico, moi-même, votre serviteur, Valérie Rabault et l'ensemble des députés du groupe socialiste. Nous avons tout ce qu'il faut pour défendre l'ensemble de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes. Pas seulement ceux qui est au premier rang, les autres aussi, la caissière de Calais. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Encore une fois, c'est la première fois qu'il y a une reconnaissance automatique de l'origine d'une maladie professionnelle. C'est la première fois dans l'histoire du droit. Vous connaissez la branche AT-MP dans le PLFSS, c'est la première fois. Et pour toutes les autres premières lignes, la reconnaissance est tout à fait possible par une expertise, et ça existe dans le droit commun depuis des années et des années. Et par ailleurs, s'il y a des indemnisations pour des aléas ou des questions d'indemnisation spécifiques, aborder la question d'un fonds d'indemnisation ne pose pas de difficulté. Ça fait partie du débat parlementaire. La porte est ouverte. Donc, monsieur le député, reconnaissons que les choses ont été bien amenées jusqu'à présent. Continuons-les. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Hubert Wulfranc. Alors, monsieur le ministre de la Santé, voyons la parole du président le 6 octobre à l'hôpital Rothschild, qui, répondant à une interpellation des soignants sur la situation sanitaire, disait, je cite, « Ce n'est pas une question de moyens, mais d'organisation ». Il a ajouté « On ne va pas créer des postes et des lits parce que le Covid arrive là, c'est impossible ». Ces propos, nous la prenons comme une véritable gifle aux Français au regard de ce que vit notre pays. Les hôpitaux et les soignants, chacun en fait le constat, souffrent d'un manque de lits, d'un manque de personnel. Certes, nous payons le désengagement des gouvernements qui ont précédé et que vous avez accentué depuis 2017 en supprimant 7 600 lits et en prélevant 4 milliards, près de 4 milliards sur le budget des hôpitaux. Mais vous êtes aujourd'hui en situation d'affirmer pouvoir atteindre les 12 000 lits de réanimation. Ceci étant, il est avéré que le personnel fait défaut pour faire fonctionner les 5 000 lits existants. 10% d'entre eux sont fermés en permanence et il est désormais demandé aux soignants de renoncer à leur congé. Alors, ma question, si vous n'êtes pas en mesure d'embaucher et de former du jour au lendemain depuis 6 mois, comme l'a indiqué monsieur le Premier ministre,
ce que vous avez largement nuancé tout à l'heure en disant oui, on embauche et on forme. Si nos personnels ne peuvent être conduits jusqu'à l'éreintement total face à cette deuxième vague, comment allez-vous ouvrir, si nécessaire, ces 12 000 lits ? Merci. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Villefranche, je confirme, il faut toujours 10 à 12 ans pour former un anesthésiste réanimateur. Et nous avons supprimé, cette majorité a supprimé le numerus clausus il y a 2 ans. Donc de fait, et hélas, le numerus clausus a été supprimé trop tard. Il a fallu que nous arrivions pour le supprimer, monsieur le député. C'est un fait, ça fait 40 ans qu'il existe. L'année où j'ai passé le concours de médecine, monsieur le député, nous étions 3 700 médecins formés par an en France. Nous sommes désormais plus de 9 000 médecins formés par an en France. Et demain, je souhaite qu'il y en ait encore davantage pour combler les trous à vie, dans la ville comme à l'hôpital. Mais ça prend du temps. Et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la même manière, pour former un infirmier en service de réanimation, il faut beaucoup de temps. Et ça ne se fait pas évidemment en 6 mois. Mais néanmoins, les hôpitaux... pas le gouvernement, les hôpitaux ne se sont pas tournés les pouces et ont engagé des programmes de formation express, notamment sur simulateur. Je l'ai vu dans les territoires de Belfort et à Grenoble la semaine dernière. 750 infirmières ont été formées pour pouvoir prêter main forte rien qu'en Île-de-France. Et ça compte et c'est important. Vous avez raison, monsieur le député, lorsque vous dites qu'on a un enjeu de ressources humaines avec des soignants qui sont fatigués, des soignants qui sont mobilisés et notre volonté de ne pas annuler ou retarder des soins qui n'ont rien à voir avec le Covid, mais qui sont essentiels pour la santé des Français. C'est d'ailleurs pourquoi nous luttons le plus farouchement possible, avec le plus de vigueur possible contre la circulation de ce virus, pour ne pas arriver dans une situation de catastrophe qui nous obligerait à nouveau déprogrammer tous les soins dans les hôpitaux pour mettre toutes les ressources vers des lignes de réanimation. Monsieur le député, nous sommes montés le 15 avril dernier, au cœur de la tempête, à 10 700 lits armés de réanimation. Nous avons désormais 12 000 respirateurs, des médicaments de réanimation pour soigner jusqu'à 29 000 malades, en même temps, vous l'imaginez bien, parce que nous n'aurions pas les lits pour ça. Nous appelons toutes les bonnes volontés des soignants pour venir renforcer les effectifs et se préparer dans l'hypothèse de cette deuxième vague. Encore une fois, ça doit être l'objet d'un consensus national extrêmement fort. Nous sommes tous dans le même bateau face à cette vague. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Villefranche, quelques secondes. Non, mais il faut le son pour répondre. Oui, mais il y en avait 9. Allez-y pour 9, mais il y en avait 5. C'est pas grave. Allez-y. Monsieur le ministre, il y a quand même une malveillance délibérée. Parce que moi, si j'écoute les annonces qui viennent de tomber au niveau du CHU de Rouen-Rouvray, il y a 80 suppressions de lits en psychiatrie et 20... Le député 9, c'est pas 10. La parole est à monsieur Philippe Berta. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé et je souhaite y associer notre collègue Michel Franget. 20 ans, c'est le gain d'espérance de vie obtenu par l'espèce humaine de nos sociétés occidentales, et ceci en quelques décennies. Si l'offre thérapeutique a explosé et explose dans bien des domaines, il n'en reste pas moins que ce sont bien vaccination et antibiotiques qui restent la base de cette progression. Si l'antibiothérapie fait l'objet d'abus en santé humaine comme animale, la vaccination a été et reste la cible de régulières, de fausses nouvelles, amplifiées par les réseaux sociaux et quelques mauvais esprits. L'éradication de la poliomyélite par la voie vaccinale en Afrique est pourtant un nouveau succès tout juste annoncé par l'OMS. Certains feignent de ne pas savoir que l'accès à une thérapie repose sur un rapport bénéfice-risque favorable, ce qui n'exclut en aucun cas la possibilité d'effets secondaires rencontrés dans quelques cas. La recherche de thérapeutiques pour contrer la pandémie covidique, ceci à travers de multiples essais cliniques réalisés dans le monde entier, basés sur le repositionnement d'antiviraux préexistants, n'a pas à ce jour abouti aux résultats escomptés. Notre espoir réside essentiellement dans l'obtention d'un ou de plusieurs vaccins dans les mois, voire peut-être les années à venir, tout en mesurant la difficulté de sa bioproduction à destination des 7 milliards d'êtres humains. Mais voilà, les sondages se suivent et se ressemblent. Ils attestent de la méfiance, voire du rejet d'une bonne frange de la population française vis-à-vis de l'acte vaccinal, et ceci indépendamment de la cible et de l'urgence sanitaire. N'est-il pas temps, Monsieur le ministre, de développer une communication massive, empreinte de culture scientifique à l'adresse du plus grand nombre, sans oublier le monde de l'éducation et de l'enseignement supérieur? Nombre d'infectiologues et immunologistes alertent depuis quelques semaines sur le risque d'une épidémie de grippe surajoutée dans les jours à venir. Cette double circulation virale pourrait faire encourir un risque vital majeur
en particulier pour les plus âgés d'entre nous. Ne serait-il pas indispensable d'envisager la vaccination obligatoire des personnels de santé et des personnels accompagnants? Aurons-nous les doses de vaccin antigrippal nécessaires devant ce qui risque d'être une demande sans égale? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le député Bertha, pour votre question sur la vaccination. Dans le pays de Pasteur, force est de reconnaître que le recul de la confiance dans la vaccination par les Français, ce recul est de plus en plus important, il est de plus en plus grave, il est parfois alimenté par une partie des élites, et je pense notamment même à certains élus sur certains bancs, et également certains élus maires de grandes communes de France, qui peuvent avoir un discours à minima plutôt sceptique sur les vaccins, et qui participent de la perte de confiance dans la population. C'est un débat que nous devrions avoir même en dehors d'une crise épidémique, dit comment restaurer la confiance dans la parole scientifique, dans ce qu'elle a de raisonné, pas dans ce qu'elle a de disparate ou dans ce qu'elle a d'éclaté ou dans ce qu'elle a de prophétique, sachant que les prophéties jusqu'à présent, depuis le début de la crise, monsieur le député, vous le remarquerez avec moi, se sont toutes percutées sur le mur de la réalité. Nous devons donc encourager les Français à se faire vacciner. Je l'ai dit, un vaccin doit être sûr et efficace s'agissant du Covid. Et s'agissant de la vaccination antigrippale, la campagne commence le 13 octobre, et elle vise en priorité les populations vulnérables, ainsi que les soignants et les acteurs du domicile qui peuvent être en contact avec des publics fragiles et vulnérables. Notre objectif, c'est de hausser le niveau de couverture de ces populations fragiles, spécifiques, sachant que nous sommes très en retard en France. L'OMS recommande qu'on atteigne au moins 75% de la cible. Nous ne dépassons plus les 50% depuis des années, y compris d'ailleurs chez les soignants. Monsieur le député, nous nous sommes posé la question de rendre le vaccin antigrippal obligatoire chez les soignants. Nous ne le faisons pas pour une raison assez simple, c'est que nous avons besoin de la mobilisation de tous les soignants, je répondais tout à l'heure au député Villefranc là-dessus, et que nous avons peur que rendre obligatoire la vaccination entraîne un certain nombre de retraits. Et nous avons besoin de ces soignants. Par contre, nous encourageons et nous comptons sur toutes les bonnes volontés dans ce pays, parlementaires, élus, scientifiques, citoyens, pour faire en sorte que les soignants se vaccinent et pour faire en sorte que les populations vulnérables au regard de la grippe puissent être vaccinées et protégées. N'ajoutons pas le fléau d'une épidémie sur le fléau déjà existant. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Sabine Rubin. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de plateau télé en plateau télé, vous n'avez cessé de répéter « tout est prêt pour la rentrée ». Or, rien n'était prêt en septembre, sauf un protocole inapplicable, écrit à la va-vite 4 jours avant cette rentrée et laissé à la libre interprétation de chaque collectivité. Ainsi, la distanciation sociale n'est ni respectée ni respectable. Locaux exigus, nombre d'agents d'entretien insuffisants, masques et produits en sous-nombre, entre autres. Mais alors que le virus progresse partout, notamment chez les jeunes, et que les contraintes sanitaires drastiques se multiplient, vous, monsieur le ministre, paradoxalement, vous ne cessez de relâcher votre surveillance. Cas contact non tracé si l'élève est asymptomatique ou classe non fermée en deçà de 3 cas positifs. Pourtant, Santé publique France nous alerte. 36% des 1001 clusters en cours d'investigation se trouvent en milieu scolaire ou universitaire, alors que l'on note, comme le Premier ministre l'a rappelé, un rajeunissement des hospitalisations. Par ailleurs, un article de Reporter nous apprend aujourd'hui que les masques DIM que vous avez distribués au personnel représentent un risque tant pour leur santé que pour l'environnement, car traités à la zéolite d'argent. Monsieur le ministre, nous avons tous à cœur de protéger la santé des 12 millions d'élèves, ainsi que des personnels qui les forment et encadrent. Or, salutaire rappel, le 31 mai dernier, vous pouviez dire « Si le virus est toujours là à la rentrée, il y aura toujours la règle de groupe restreint. » Un mois après la rentrée, la deuxième vague submerge nos écoles. Comment pensez-vous donc vous mettre en conformité avec vos propres déclarations ? Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Sabine Rubin. L'école est l'épine dorsale de notre pays, elle est aussi l'épine dorsale de notre République. À chaque fois qu'elle a des réussites, on devrait se réjouir en commun de ces réussites, plutôt que de chercher de vaines polémiques. Je sais que vous êtes plutôt dans ce registre, les vaines polémiques, et donc je vais répondre à ce que vous venez de dire. D'abord, je vous ai déjà plusieurs fois répondu, la France est le pays qui a le mieux réussi, ou qui fait partie des pays qui ont le mieux réussi leur rentrée scolaire. Vous devriez en être heureuse.
Grâce à cela, nous avons 12 millions d'élèves qui sont rentrés en France. Bien des pays seraient heureux de pouvoir en dire autant. Réjouissez-vous si vous aimez l'école, tout simplement. Deuxièmement, vous vous demandez si les conditions sanitaires ont été remplies. Vous dites que le protocole sanitaire a été préparé 4 jours avant. Je me souviens de vous nous reprochant de l'avoir élaboré au mois de juillet et disant que fin août, ça posait un problème d'adaptation. En réalité, nous l'avons adopté en juillet, en effet, et nous l'avons adapté fin août, parce que c'est la bonne méthode d'avoir un cadre qui a été fixé bien à l'avance, et ensuite des mesures d'adaptation en fonction des situations que nous rencontrons. Les chiffres que nous avons ne sont pas des mauvais chiffres aujourd'hui. Ce sont des chiffres qui sont très comparables aux autres secteurs de la société. Lorsque Santé publique France agrège écoles, collèges, lycées et universités, cela ne permet pas d'avoir la bonne focale, tout simplement parce que la réalité des universités n'a rien à voir avec celle des écoles, des collèges et des lycées, et que lorsque l'on parle de cela, on parle d'une population de plus de 15 millions de personnes. Et donc normal que ça fasse du monde. Ensuite, ce qu'on appelle les clusters, qu'on devrait d'ailleurs appeler des foyers en bon français, eh bien, ces foyers ne représentent que 20% des contaminations. Donc ce que vous avez dit est fait pour effrayer, mais ne correspond pas à une réalité de contamination particulière dans nos écoles. Là, depuis 7 jours, il y a 5279 élèves, soit 0,04% des élèves qui sont atteints par le virus. Et comme vous le savez, chez les enfants, cela ne se traduit pas par des symptômes particulièrement graves. Nous avons 24 structures scolaires fermées sur 60 000. Donc, vous voyez, Madame la députée, ça ne sert à rien d'inquiéter. Je vous remercie. Madame la députée. Monsieur le ministre, vous savez que les enfants fréquentent des adultes. Et par ailleurs, vous qui aimez les comparaisons avec nos pays voisins, regardez du côté de l'Italie qui a ouvert 5000 classes supplémentaires et a agrandi 5000 classes également. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Anthony Sellier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Monsieur le ministre, depuis bientôt 2 ans, avec mes collègues parlementaires de la majorité et le gouvernement, nous travaillons pour mettre fin aux garanties publiques à l'export pour des projets d'énergie fossile. Ces garanties de l'État sont un levier puissant à notre disposition pour ne plus financer à l'étranger des projets que nous interdisons sur notre propre sol. C'est également un levier important pour préparer les entreprises françaises aux enjeux majeurs de décarbonation, qui seront demain, j'en suis convaincu, les critères de performance et de compétitivité sur les marchés internationaux. Je salue donc les avancées que nous avons apportées en moins de 2 ans sur la fin du soutien au charbon, aux hydrocarbures non conventionnels ou encore au torchage de routine, et la mise en place d'outils de mesure de l'empreinte carbone du portefeuille de Bpifrance. Hier, nous avons annoncé de nouvelles dispositions dans le cadre du plan climat pour les finances export. La mise en place d'un mécanisme de bonus dédié aux entreprises qui portent des projets durables et en pointe sur la transition énergétique, la fin dès 2021 du soutien au pétrole extra lourd et au sable bitumineux, la fin pour 2025, c'est-à-dire dans 5 ans, du soutien aux nouveaux gisements pétroliers et la fin du soutien aux nouveaux gisements de gaz, je le souhaite bien avant 2035 si nous voulons être en phase avec l'accord de Paris. Monsieur le ministre, l'enjeu climatique est mondial. Une partie de la solution est européenne. L'exemplarité, elle, doit être nationale. Si la France ambitionne de devenir la plus grande économie décarbonée européenne, pouvez-vous nous dire comment elle fédère et entraîne les autres États vers la fin du soutien à l'export des énergies fossiles, tant au niveau européen qu'au niveau mondial? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Je tiens à préciser que l'absence d'un certain nombre de membres du gouvernement est liée aux distanciations requises et non pas à des activités ludiques. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sellier, vous avez dit l'essentiel par votre question. Vous travaillez avec de nombreux parlementaires, je pense au député Holroyd, au député Colas, au député Saint-Martin comme rapporteur général ou encore à Bénédicte Perrol, tous ceux qui vous accompagnent pour construire cette stratégie de décarbonation, y compris pour les financements export, de manière à ce que l'État, dans son comportement et dans son financement, soit exemplaire à l'export comme il l'est et comme nous voulons l'être pour l'économie nationale. Ce rapport et ce travail que vous avez fourni a nourri la stratégie du gouvernement en la matière. Et hier, vous avez eu l'occasion, aux côtés de Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, de participer à la présentation de cette stratégie export, en tout cas de financement export. Vous l'avez dit, à compter du 1er janvier 2021, c'est demain,
nous ne financerons plus, nous n'accorderons pas de financement export et de garantie pour les exploitations qui exploitent du pétrole extra lourd ou encore les hydrocarbures non conventionnels. De la même manière, nous cesserons de garantir les opérations qui visent à permettre l'exploitation de nouveaux gisements de pétrole à partir du 1er janvier 2025. Et pour ce qui concerne le gaz, vous l'avez dit, la date est fixée à 2035, avec une actualisation permanente de cette date, la volonté aussi de s'inscrire dans le long terme, mais s'il est possible de le faire plus tôt, nous le ferons plus tôt, conformément aux attentes que vous et les parlementaires que j'ai évoqués avez exprimées. Il faut pouvoir avancer en la matière, et nous avancerons aussi en faisant en sorte d'accompagner la production d'électricité à l'étranger uniquement lorsque ces nouvelles unités de production permettront de renouveler et d'améliorer le mix énergétique des pays d'accueil. Il faut aller plus loin, ne pas être que dans une attitude finalement défensive ou d'interdiction. C'est la raison pour laquelle nous envisageons, et vous l'avez noté, des bonus pour les garanties qui s'appuieront et qui permettront d'appuyer des projets qui s'inscrivent en cohérence et en application de l'accord de Paris. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous voulons faire preuve d'exemplarité par une cotation. Il nous faut entraîner nos partenaires, il nous faut entraîner les signataires de l'accord de Paris. C'est ce à quoi nous travaillons avec vous dans les prochaines semaines. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Nathalie Serre. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, savez-vous qui a dit récemment « On n'y comprend plus rien, ce n'est pas bien géré et ce n'est pas bien expliqué ». Eh bien, c'est le Président de la République lui-même. La presse nous présente d'ailleurs son intervention télévisée de demain soir comme un recadrage du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, la réalité de vos 100 premiers jours, c'est que votre gestion d'aujourd'hui est pire que celle d'hier, comme si vous n'avez rien appris de vos erreurs. Confinement, déconfinement, reconfinement. Effectivement, les Français ont bien du mal à vous suivre tant vous naviguez à vue, sans ligne directrice et sans méthode. Pire encore, votre communication et votre gestion ont tendance à opposer les Français, les jeunes et les aînés, les cafetiers et les restaurateurs, les rassemblements privés et les soirées organisées, les urbains et les ruraux. Monsieur le Premier ministre, nous l'avons vu, nos compatriotes sont prêts à beaucoup de sacrifices pour enrayer cette pandémie, mais ils ont besoin de clarté et de cohérence pour adhérer à vos mesures. On nous annonce de nouvelles décisions dans les prochaines heures et on nous dit que le gouvernement pourrait prendre des mesures de restriction des libertés jusqu'à la fin mars 2021. Le climat est anxiogène au sein de la population française. Les élus locaux et les acteurs de terrain se sentent abandonnés par l'État qui leur impose des décisions d'en haut. Les secteurs économiques touchés veulent se rebeller. Monsieur le Premier ministre, entendez-vous l'inquiétude de nos concitoyens ? Alors que la crise sanitaire est appelée à durer, quand allez-vous proposer une politique claire et cohérente qui permettra à tous les Français de continuer à vivre le temps de ce virus ? Faudra-t-il pour cela attendre la déclaration du Président de la République de demain soir, qui ne ferait donc plus confiance à votre gouvernement ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée, comme on dit, tout augmente. Avant, vous attendiez qu'on ait fait des annonces pour dire que ça ne marcherait pas et qu'elles sont nulles. Maintenant, vous anticipez, on n'a pas encore ouvert la bouche, que vous êtes déjà en train de dire qu'elles seront nulles. C'est quand même formidable, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier pour toute l'énergie que vous mettez comme parlementaire à aider le gouvernement, à aider les Français à lutter avec efficacité contre une épidémie qui tue, contre une épidémie qui fait des malades, qui remplit les hôpitaux. Je crois que franchement, c'est être parfaitement à la hauteur de vos fonctions que de vous donner une polémique comme celle-ci. Madame la députée, personne n'a dit que l'épidémie à coronavirus n'était simple, ni en France, ni à l'étranger. Personne n'a considéré qu'il y avait, à ce jour, toutes les connaissances sur le virus permettant de prendre pile poil au bon moment les bonnes mesures. Ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons le maximum avec les scientifiques, avec les médecins, avec les élus dans les territoires qui ont, je crois, Madame la députée, manifestement, ça ne semble pas être votre cas, la nécessité absolue de faire preuve de cohésion et de courage ensemble pour nous battre aux côtés des Français contre cette épidémie et finir par vaincre ce virus.
Les mesures et notre stratégie, Madame la députée, ont été présentées. Elles le seront à chaque fois que ce sera nécessaire, adaptées à chaque territoire, adaptées à l'état de circulation du virus dans chaque métropole, dans chaque département. Elles sont ajustées pour ne pas inutilement réduire les libertés publiques, mais adapter le niveau de contrainte au niveau de circulation du virus pour protéger les hôpitaux, sauver des vies et en finir avec le virus. Madame la députée, encore une fois, au printemps dernier, il y avait dans ce Parlement, sur l'ensemble des bancs, des députés qui, conscients de la gravité du moment, étaient capables de faire preuve d'union nationale et d'unité. Je crois que dans la période, cette unité, elle est indispensable. Merci, Monsieur le ministre. Avant de lui donner la parole, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à notre collègue M. Grégory Labille, devenu député de la 5e circonscription de la Somme le 8 octobre dernier, en remplacement de M. Stéphane Demilly. Chers collègues, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le ministre, samedi 21 septembre 2019, Christine Renon, ma collègue directrice de maternelle à Pantin, se donnait la mort à 58 ans dans son école en laissant une lettre dénonçant la dégradation de ses conditions de travail, 3 pages détaillant la solitude, le stress et l'accumulation de tâches administratives chronophages. Samedi 23 mai 2020, Bruno Delbecq, mon collègue directeur d'école à Saint-Laurent-du-Var, à 64 ans, et alors qu'il allait prendre sa retraite à la fin de l'année scolaire, se suicide. Enseignant depuis près de 30 ans, dont 5 années de direction d'école, j'aurais tendance à dire que rien n'a changé depuis ces 2 drames. Pire, les directeurs que j'ai pu rencontrer soulignent une dégradation au fil des années. On leur demande de faire toujours plus, toujours mieux, avec des moyens humains et matériels limités, une reconnaissance financière insuffisante. Si enseigner est le plus beau métier du monde, il ne doit pas devenir un objet de souffrance pour les enseignants. Les directeurs d'école sont des professionnels animés d'une passion réelle, avec des missions variées. Depuis des années, leur métier a beaucoup changé. Vous en avez l'occasion au travers de la proposition de loi créant la fonction de directeur d'école, votée dans cet hémicycle au mois de juin dernier, et notre groupe avait formulé un certain nombre de propositions par la voix de notre collègue Béatrice Descamps. Mais ce texte, monsieur le ministre, n'est plus qu'une coquille vide. Abandon de la décharge totale d'enseignement au-delà de 8 classes. Rien pour les territoires ruraux. Une aide administrative qui dépendra des communes sans leur octroyer de moyens supplémentaires. Ce texte a suscité beaucoup d'espoir. Ne les laissez pas se transformer en frustration. Monsieur le ministre, comptez-vous vous saisir de ce vecteur législatif pour améliorer le quotidien de nos directeurs d'école? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Grégory Labille. Votre question porte sur un des sujets les plus importants qui soit, celui des directeurs et des directrices d'école. Il y a plus de directrices que de directeurs, il faut quand même toujours le souligner. Et vous avez raison de rappeler le drame qui nous a tous émus l'année dernière et aussi d'autres drames qui peuvent exister comme ceux que vous avez mentionnés. Il y a, vous le savez, des progrès très importants qui ont été faits. Vous avez eu raison aussi de mentionner la proposition de loi de la députée Cécile Rilhac, qui justement montre que nous sommes sur un chemin d'avancée. Et puis il y a aussi toutes les mesures que j'ai pu prendre pour la rentrée, que je vais vous rappeler puisque vous ne les avez pas mentionnées. Mais s'agissant de la proposition de loi de Mme Rilhac, dont je rappelle qu'elle a fait l'objet de très nombreuses concertations, vous considérez qu'elle a été vidée de sa substance, mais d'autres que vous, qui eux aussi considèrent qu'il faut améliorer le sort des directeurs d'école, ne sont pas du tout d'accord avec la solution que vous proposez. Donc nous savons très bien qu'il n'y a pas de consensus sur ce sujet. Et avec la députée, nous cherchons à créer ce consensus parce qu'en effet, il y a des progrès à faire, mais tout le monde ne voit pas le sujet de la même façon. Donc ce n'est pas que le gouvernement ne veuille pas telle ou telle avancée, c'est que nous avons à créer les conditions de ce consensus. Ensuite, nous avons fait des efforts très importants à cette rentrée. De façon générale, tous les efforts que nous faisons pour l'école primaire, évidemment, je l'espère, rejaillissent quand même sur le quotidien des directeurs d'école. Je pense au dédoublement des classes, je pense tout simplement au taux d'encadrement à l'école primaire qui s'est amélioré pour cette rentrée. C'est unique dans nos annales, dans chaque commune de France. Je prends l'exemple de Paris, il y a 2 élèves par classe en moins depuis 3 ans, si on fait le bilan sur 3 ans. Donc ces améliorations, elles font partie aussi du quotidien de l'école primaire. Nous avons aussi créé des nouveaux services civiques pour cette rentrée, une prime de 450 € pour les directeurs d'école,
des décharges administratives qui seront votées pour l'an prochain, dans une proportion qui reste encore à définir. Et puis, nous avons tout un travail qui continue, c'est vrai, avec la députée Cécile Rilhac, et aussi dans le cadre du Grenelle de l'éducation qui s'ouvre en cours de ce mois d'octobre. Et donc, oui, il y a des progrès à faire, j'en suis d'accord avec vous, mais nous pouvons être sur un chemin d'optimisme, et je vous remercie de faire partie de ce chemin d'optimisme. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Benoît Simian. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Transition écologique, ou devrais-je dire de l'urgence écologique, mes chers collègues, en 2018, à l'occasion de l'examen budgétaire, nous avions voté un amendement magnifique concernant la presqu'île du Médoc. En effet, notre Assemblée avait décidé d'indemniser par un déblocage de 7 millions d'euros les habitants du Signal, un immeuble situé sur la côte de Soulac-sur-Mer, duquel avait été exproprié sans ménagement et surtout sans un sou les habitants. Pour replacer un peu la situation dans son contexte, il faut rappeler que suite aux tempêtes de l'hiver 2013-2014 et de la forte érosion observée à cette occasion, l'immeuble désormais situé à quelques mètres de l'océan avait fait l'objet le 24 janvier 2014 d'un arrêté municipal pris par le maire de Soulac-sur-Mer, Xavier Pintat, d'évacuation et d'interdiction d'occupation. Face au risque d'effondrement, ces 75 copropriétaires avaient été contraints d'évacuer les lieux sans qu'une procédure d'expropriation ait été déclenchée. L'érosion dunaire ne faisant pas partie, contrairement à celle de la côte rocheuse, comme chez vous, Monsieur le Président, en Bretagne, des conditions justifiant le recours au fonds dit Barnier. Les copropriétaires n'ont pu être indemnisés. Le Conseil d'État, dans sa décision du 16 août 2018, avait malheureusement confirmé cette injustice. Cette injustice a conduit, du fait des copropriétaires, à payer de leur poche les charges de la copropriété, voire à contracter de nouveaux crédits pour financer un bien dont ils étaient dépossédés depuis des années. Cette injustice sociale, mes chers collègues, nous l'avons réparée lorsque, de façon collective et transpartisane, nous avons réorienté les crédits budgétaires à 2 heures du matin à la faveur de ces habitants lésés. Lorsque, avec les équipes de Nicolas Hulot et de Brune Poirson, nous avons débloqué 1 million d'euros pour le désamiantage du bâtiment. Nous savons que ce dossier a subi des lourdeurs administratives du fait d'un vide juridique français, à savoir que notre droit ne reconnaît pas l'érosion comme relevant d'une catastrophe naturelle. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre, j'aimerais avoir des précisions Madame Barbara sur Pompili, ce cas ministre d'espèce. de la Transition écologique. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Simian, vous l'avez dit, l'immeuble du Signal a été évacué en 2014 et depuis, nous avons travaillé avec votre aide et avec l'aide de nombreux collègues à adopter un régime d'indemnisation pour les propriétaires de cet immeuble menacé par le recul du trait de côte. Et effectivement, parce que dans l'état actuel du droit, il n'y a pas de dispositif permettant d'indemniser les propriétaires de biens atteints par l'érosion. Tout d'abord, en 2019, l'État a procédé à ses frais au désamiantage de l'immeuble, 1 million d'euros, vous l'avez rappelé, puis des amendements successifs. D'abord, celui que vous avez porté en loi de finances 2019 a adopté une enveloppe de 7 millions pour indemniser les propriétaires des biens atteints par l'érosion. Et enfin, un amendement adopté en loi de finances rectificative pour 2020, présenté par le gouvernement, précise les modalités d'indemnisation des propriétaires de l'immeuble Le Signal. Il est prévu une indemnité de prise en charge par l'État à hauteur de 70% de la valeur vénale, déterminée abstraction faite du risque d'effondrement du bien concerné. Les services de l'État, en lien avec la collectivité, travaillent à la mise en œuvre de ces dispositions. Il y a 2 protocoles transactionnels qui sont en voie de finalisation. Un protocole cadre entre État, communes et EPCI et un protocole fille entre État, EPCI et propriétaires. Le protocole cadre va pouvoir être signé très rapidement, normalement dans le courant du mois d'octobre. Et les protocoles filles, avec chaque propriétaire, seront signés plus tard, car ça nécessite, vous vous en doutez, de les réunir et de faire signer chacun. Les indemnisations seront versées fin 2021, dernier délai. Et au-delà des biens impactés à court terme, le gouvernement, et vous pouvez me faire confiance, entend trouver une solution globale et pérenne pour la gestion du recul du trait de côte, comme cela a été présenté lors du Conseil de défense écologique du 12 février 2020. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Latombe. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Justice et garde des Sceaux. Monsieur le ministre, la législation européenne est particulièrement soucieuse du droit de chacun au respect de sa vie privée et à la protection de ses données personnelles. Ainsi, en juillet dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le Privacy Shield, un accord qui autorisait le transfert de données personnelles européennes vers les États-Unis.
Il y a quelques jours, la Cour a également considéré que les fournisseurs de services de communication électronique ne peuvent se voir imposer une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation, sans que le comportement des personnes concernées justifie une telle collecte au regard de l'objectif poursuivi. Elle rappelle ainsi le principe incontournable du respect de la vie privée, un fondement des sociétés modernes démocratiques. Cela signifie, Monsieur le ministre, que notre législation sur ce point et les procédures qui en découlent ne sont pas en règle avec le droit européen. Les députés du groupe démocrate, très soucieux du respect de la vie privée, n'en ont pas moins constaté l'ampleur de l'inquiétude des enquêteurs et des magistrats. La collecte de ces données est en effet jugée cruciale, tant pour les investigations que pour les procès qui s'ensuivent. Ainsi, une vraie incertitude pèse sur les procédures pénales en cours, dont les éléments de preuve ont été obtenus par une conservation de données contraire au droit européen. Notre droit national va devoir rapidement s'adapter afin de tenir compte de cette interdiction et prévoir l'exception à ce principe posée par la Cour de justice dans le cadre des menaces graves et persistantes pour la sécurité nationale. C'est pourquoi, devant une telle situation, qui n'avait pas été anticipée en dépit des alertes de notre groupe sur cette potentielle invalidation, pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous indiquer comment vous entendez mettre notre droit en conformité avec le droit de l'Union européenne et selon quel calendrier? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Latombe, lorsque nous avons à plusieurs reprises organisé des réunions ayant pour thème la sécurité, sous l'autorité du Premier ministre, du Président de la République, avec le ministre de l'Intérieur, contrairement à ce que vous dites, nous avions anticipé la jurisprudence qualifiée, appelée, vous le savez, Télé 2. Et la grande chambre de la Cour de justice de l'Union vient de confirmer cette jurisprudence. Mais vous le savez également, cet arrêt, qui est particulièrement touffu, prévoit un certain nombre d'exceptions, notamment en matière de protection de la sécurité intérieure et de lutte contre la grande criminalité. Alors, nous allons bien sûr continuer de travailler sur cette question en faisant évidemment très attention à, d'une part, la protection de la liberté individuelle et des données, bien sûr, et en même temps, il faut permettre absolument, obstinément, que la sécurité et que notre sécurité soient assurées. Je veux vous rassurer et je vous prie de me croire lorsque je vous affirme qu'avec le ministre de l'Intérieur, nous avons déjà engagé un véritable travail auquel, naturellement, le Parlement sera légitimement associé. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Marine Brenier. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ce n'est pas la députée de la Nation qui s'exprime devant vous, mais l'une des représentantes de l'ancien comté de Nice, désormais métropole Nice-Côte d'Azur. Les Niçois forment un peuple de montagnards, avec les pieds dans la Méditerranée et la tête dans les cimes du Mercantour. Nous sommes tous de la Vésubie, de la Roya ou de la Tinée. C'est notre identité. Avant tout, je souhaite remercier votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, ainsi que le Président de la République, pour être venu dans notre territoire et pour toutes les annonces qui ont suivi. Vous avez pu mesurer l'élan incroyable de solidarité des Maralpins. Pendant plus d'une semaine, j'ai conduit le convoi d'approvisionnement pour les habitants de la Vésubie, aux côtés des agents de la métropole et des bénévoles qui ont fait un travail formidable. Merci également aux gendarmes, aux pompiers, aux agents de Force 06 et aux bénévoles qui font preuve d'un dévouement sans pareil. Avec Christian Estrosi, le président de la métropole Nice-Côte d'Azur, avec notre collègue Éric Ciotti, nous sommes totalement mobilisés sur la reconstruction de nos vallées, aux côtés des maires des communes sinistrées. Mais après l'attentat de Nice, et en pleine crise sanitaire, nous n'imaginions pas être frappés encore si durement. Nous aurons besoin d'un État fort pour nous accompagner dans cette reconstruction. Le chemin sera très long. Les 110 millions d'euros annoncés nous soulagent, mais ne peuvent être qu'une première étape vers un engagement encore plus massif. L'eau, l'assainissement, les routes, les ponts, les réseaux, les services publics, les maisons, tout est à reconstruire. Nous aurons besoin de mesures fortes pour accompagner les particuliers et professionnels en les exonérant des charges et des impôts. Nous aurons besoin que vous acceptiez de déroger à la loi Montagne pour permettre à ceux qui n'ont plus rien de pouvoir reconstruire en ouvrant des bulles d'urbanisation. Nous aurons besoin que vous soyez à nos côtés pour les discussions avec les assurances pour les sinistrés. Monsieur le Premier ministre, la France est si belle de ses territoires ruraux. Aidez-nous à les sauver. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, permettez-moi de vous répondre en tant que député de la Nation, en soulignant en effet la grande solidarité nationale. Et Monsieur le Premier ministre, par sa venue longue à l'écoute des habitants, accompagné de vous-même, de Monsieur le député Ciotti, du maire Christian Estrosi, du président Monsieur Ginesy, de tous les parlementaires des Alpes-Maritimes, Monsieur Dombreval, Madame Ardisson, qui ont, pendant les visites du Premier ministre, la visite du président de la République, apporté un soutien. Et avec Barbara Pompili, nous travaillons pour le ministère de l'Intérieur à l'urgence et pour le ministère de la Transition écologique à la reconstruction. Et des questions se posent également qui relèvent sans doute du ministère de l'Action et des Comptes publics qu'Olivier Dussopt pourra accompagner. Permettez-moi, au moment où demain, les élus accompagneront sans doute Madame la ministre déléguée à la citoyenneté, je veux dire jeudi matin, pour l'enterrement de ce pompier, pour qui je veux avoir un mot particulier. En attendant peut-être de découvrir les deuxièmes victimes des sapeurs-pompiers, en saluant, comme vous l'avez fait, les gendarmes, les agents de l'État, les agents des collectivités locales, et notamment ceux du conseil départemental et de la métropole, dresser devant vous, Monsieur le Président, le bilan humain et un peu malheureusement matériel, parce que, comme vous l'avez très bien dit, beaucoup sera encore à évaluer, la solidarité nationale aura à s'exprimer, le Président de la République l'a dit, de cette terrible tempête. 7 décédés. Nous n'oublions pas le décédé d'ailleurs en Bretagne, puisque la tempête est aussi passée par la Bretagne. 12 disparus, 800 sauvetages et mises en sécurité réalisés, 597 engagements de sécurité civile, 952 d'ailleurs au plus fort. Nous avons eu 8 hélicoptères, dont 13 au plus fort, qui tournent encore dans votre département des Alpes-Maritimes. 18 équipes cynophiles, 55 communes reconnues comme catastrophes naturelles à la demande du Premier ministre, 3 jours après les événements. 1562 bâtiments diagnostiqués par les missions bâtimentaires, Madame la Ministre, 59 bâtiments classés noirs ou totalement détruits, 159 bâtiments classés rouges avec arrêté de mise en péril. Oui, vous avez raison, ce sera plus de 100 millions d'euros qu'il faudra pour le département pour se relever. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Célia Delavergne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre en charge de la cohésion des territoires, à la grande satisfaction de tous les parlementaires de ces bancs, vous avez dit haut et fort votre attachement, votre soutien à tous nos territoires. Nous le disons aussi à nos territoires ruraux qui ont depuis trop longtemps souffert de la migration des populations vers les centres urbains, souffert de la disparition, du recul des services publics et souvent de services publics privés essentiels à la vie de nos concitoyens, créant un sentiment d'abandon et de déclassement. Nous ne laissons plus faire cela, nous ne laisserons plus faire cela. Avant tout parce que les Français réhabitent nos campagnes et que le Covid accélère ce processus. Ensuite, parce que vous et nous, depuis 2017, menons ensemble une politique volontariste en faveur de la ruralité, par la revitalisation des centres urbains, par le désenclavement de nos territoires avec le financement de petites lignes, de routes secondaires, de la fibre, de la 4G, par le soutien aux collectivités territoriales rurales, par la création de maisons France Service pour rapprocher en proximité et avec un visage humain le service public pour les habitants des territoires ruraux. Toutes ces mesures qui font de l'agenda rural, porté par un secrétariat d'État à la ruralité, un élément essentiel de notre politique. Mais des inquiétudes persistent, des inquiétudes sur le dispositif de zone de revitalisation rurale, qui aujourd'hui doit prendre fin d'ici la fin de l'année, un dispositif d'exonération fiscale et sociale qui permet de créer de l'emploi, de la valeur, de l'activité dans nos territoires. Que va-t-il advenir de ce dispositif ? Des inquiétudes concernant le plan de relance. Il faut aller vite pour financer nos projets. Mais qui dit vite dit avoir l'ingénierie technique, dit la prime au sortant. Comment aider des territoires fragiles comme nos territoires ruraux à bénéficier de manière équitable au plan de relance ? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Célia Delavergne, comme vous le soulignez, le dispositif des zones de revitalisation rurale arrive à échéance le 31 décembre prochain. Avec Joël Giraud, secrétaire d'État à la ruralité, nous savons l'inquiétude que l'avenir de ce dispositif suscite auprès des élus locaux et aussi des professionnels bénéficiaires de ce zonage, particulièrement, je dirais, en cette période de crise.
Nous savons aussi que notre géographie prioritaire, dont le coût a été évalué à environ 650 millions, mérite d'être réformée pour mieux soutenir les territoires qui en ont le plus besoin. Des rapports parlementaires ont d'ailleurs souligné son caractère un peu complexe et insuffisamment ciblé. Cependant, la période de crise que nous vivons a conduit le Premier ministre à penser qu'il fallait stabiliser les outils existants, comme nous l'avons annoncé dès la présentation du PLF 2021. Nous déposerons donc un amendement prolongeant les ZRR de 2 ans jusqu'au mois de décembre 2022. Vous m'interrogez par ailleurs sur le plan de relance et sur les territoires ruraux. Je voudrais vous assurer que le Premier ministre met tout en œuvre pour que les 100 milliards de la relance descendent le plus efficacement possible sur les territoires. Et sachez que je partage votre souci sur les appels à projets complexes qui pourraient éloigner les territoires ruraux de cette réponse. Eh bien, il faut vous dire que nous allons déconcentrer au niveau des territoires, des préfets, à la main des préfets de région et de département, des sommes importantes. Et notre souci, bien évidemment, c'est que le plan de relance réponde aux projets des collectivités territoriales dans les territoires. Merci, Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.